Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités nous parleront du jour où ils ont révélé leur homosexualité à leurs enfants. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon épouse. Là, c'était le drame parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Après avoir flirté avec une fille à l'adolescence, Nathalie finit par sortir avec un garçon au lycée. C'était un garçon très beau, très intelligent, drôle. Et du coup, c'est vrai qu'on rentre dans le moule, puis c'était plutôt agréable. Devenue mère de famille, Nathalie ne se sent pas à sa place. À 30 ans, la perte brutale de son père l'a fait douter sur ses sentiments. On relève un petit peu la tête comme ça et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je me rends compte que je suis attirée par une fille, c'est vraiment une évidence. Charlotte, la fille de Nathalie, a 16 ans quand elle découvre l'homosexualité de sa mère. Elle est alors envahie par la culpabilité. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est de ma faute. Elle est rentrée dans un schéma qui lui convenait pas et je l'ai peut-être empêchée de vivre sa vie comme elle le voulait jusque-là. Attiré par les garçons, Lionel finit pourtant par fonder une famille pour rentrer dans la norme. Il mettra des années à s'avouer qu'il est malheureux. C'était une autre facette de moi, Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que je la désirais toujours, mais on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Au lieu de penser à une autre femme, j'ai pensé à un prince charmant. C'était une obsession. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Merci à tous les quatre de nous rejoindre sur ce plateau. Je suis ravie de vous accueillir. Alors donc, Nathalie et Charlotte, Lionel, et puis Alain, qui est psychanalyste, sexothérapeute. Alors, Nathalie et Lionel, vous ne vous connaissiez pas, mais vous avez tous les deux quelques points communs, notamment le fait d'avoir été mariés pendant 15 ans et d'avoir un jour annoncé à votre mari et à votre femme que vous étiez homosexuel. Vous l'avez également annoncé à vos enfants. Nathalie, vous vous souvenez de ce jour-là? Avec quel mot l'avez-vous annoncé à votre mari? Alors, des mots simples, hein. En fait, je l'ai annoncé à un moment où c'était périphérique. On se parlait pour se séparer, finalement. Ouais. Parce qu'on s'était fait, en fait, une promesse quand on était très jeune, Ouais. vers 17 ans. On s'était dit, si jamais il y en a un des deux qui a envie d'aller voir ailleurs ou qui se sent plus bien, on se promet de se le dire avant que ça parte ailleurs. Comment a-t-il réagi quand vous lui avez annoncé? Ah ben parce qu'en fait, il m'a dit, voilà, je suis attiré par une fille, etc. Et j'ai dit, moi aussi. Il m'a dit, comment il s'appelle? Je lui ai dit, dis-moi plutôt comment elle s'appelle. Et là, boum, la mâchoire est tombée comme ça. Et c'était presque un moment comique. Hein, mais, Et puis après, on a parlé de la suite. Voilà, c'était assez naturel. Voilà. Et à Charlotte, comment vous lui avez annoncé? Alors, c'était après un texto. C'est ça. Donc, elle m'avait envoyé un texto en rentrant de l'école, c'est ça. Ouais. Voilà. Je crois que c'est Maman, tout se sait ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et comme je venais de rentrer, que j'étais au salon, bim, j'ai ouvert la porte de la chambre, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Vous l'attendiez, ce texto, presque? Oui, presque, oui. C'était un texto libérateur, finalement, Voilà. pour vous. Vous vous souvenez de ce moment, j'imagine, Charlotte? Oui, très bien. Très bien, très bien. J'ai entendu la porte du salon s'ouvrir et je me suis dit, ah, on va venir me parler maintenant. Donc je m'y attendais pas, j'étais un peu... J'avais balancé ma petite bombe et du coup, j'avais envie qu'on vienne me parler. Peut-être pas si rapidement. Et oui, je me souviens bien de ce moment-là, oui. Et Lionel, c'est un moment qu'on n'oublie pas, j'imagine. Vous en avez d'abord parlé à votre femme et à vos enfants. En quels termes leur en avez-vous parlé? Ma fille, comme toute femme, est très, très intuitive, donc elle a deviné sans que je lui dise quoi que ce soit. Benjamin, c'était autrement. Benjamin, c'est votre fils aîné? C'est mon fils aîné. Il a 6 ans de plus que 6 Fleur, ans, donc? voilà. Donc il avait 17-18 ans à l'époque. Il démarrait une relation avec une jeune fille. Donc ça s'est passé à l'appartement. Nous étions dans le salon. Il y avait une table basse comme celle-ci. Et moi, je tournais autour. Et je savais pas dire les mots. Lui, il me suivait. On tournait tous les deux, voilà. Et puis, à un moment, je dis, Benjamin, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais j'arrive pas à sortir les mots. Mais il me dit, mais papa, c'est très simple. Ah bon, je dis, bon, pourquoi? Dis-moi. Il dit, tu préfères les garçons. Donc là, soulagement, parce que finalement, c'est pas moi qui dis, c'est lui.
Et puis on verra que évidemment Ouais, on ça verra induit tout un tas de questionnements de sa part, de culpabilité. Ça, c'est des points communs évidemment. Et puis d'interrogations, d'angoisse aussi, hein, auxquelles il faut répondre. On verra avec notre spécialiste comment l'annoncer à des enfants, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Alors on va commencer par revenir sur votre enfance, Nathalie. On va commencer par la vôtre. Vous êtes née à Toulon, issue d'une famille nombreuse. Oui. Vous étiez quel genre de petite fille, vous? Enfin, j'avais une sœur jumelle déjà. Enfin, on était les dernières ex aequo, donc sur 8 enfants. C'était bon, une famille d'origine italienne. En plus, c'était très bruyant, très coloré, on va dire. Une enfance, voilà, avec plein de bruit, les 4 frères qui jouaient au foot, le père qui était ténor, maçon, entraîneur de foot. Alors vous jouez à quoi? Plutôt au foot ou plutôt à la poupée? Ah, moi, je jouais plutôt au foot. Voilà. Et votre sœur jumelle? Elle jouait un peu au foot aussi, parce que sinon, ça passait pas avec les autres frères. Vous étiez Mais, du genre avec des cheveux longs, bien oui. coiffés, des petits chignons? elle était toujours bien coiffée, bien habillée, alors que moi, bon, comme je jouais avec les garçons, je revenais toujours déchirée avec des croûtes et du sable. Donc vous étiez plus garçon manqué, comme on dit, qu'elle? Voilà. Alors, garçon manqué, on me le disait, c'est d'ailleurs une expression que j'aime pas beaucoup, parce que garçon manqué, on dirait qu'on a raté un examen d'entrée. C'est garçon manqué, ça veut dire une fille pas réussie non plus, on sait pas. Bon, mais Vous étiez déjà mal à cet âge-là dans votre position de fille ou pas du tout? pas du tout. Je jouais comme j'avais envie de jouer, et puis je me posais pas ces questions-là. J'avais pas envie de jouer à la poupée, je jouais pas à la poupée. D'accord. À l'adolescence, vous êtes comment? Alors, Vous êtes très à cheval sur votre look. oui, alors ça c'est arrivé en 4e, on va dire, parce que jusqu'en 4e, c'était première de la classe, pas bouger, pas... Voilà. Et 4e, bim, punk. Voilà. Punk? Donc oui, les cheveux coupés assez courts, en l'air, avec des épingles à nourrice, d'ailleurs j'en ai toujours une. Beaucoup plus en l'air qu'aujourd'hui? Oui, oui, Ils nettement. sont toujours un petit peu en l'air, non? Voilà, bah, c'est des restes, hein, ça, voilà. Donc voilà, avec des jeans déchirés, des chaînes, des machins, voilà, c'est... Avec quel groupe? Alors, on va dire au début, punk, c'était les Sex Pistols, etc. Et c'est surtout, mais en fait, j'ai grandi avec Bowie, surtout, puisque mes frères avaient ramené David Bowie en 73. Enfin, pas David Bowie, mais ses disques. Voilà. Et donc, à 3 ans, j'écoutais déjà David Bowie avec ma sœur. On montait sur un tabouret pour mettre les vinyles, on écoutait Bowie, les Queen, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a grandi dans un univers musical un peu glam, on va dire, déjà avec un personnage androgyne. Moi, j'adorais ce personnage-là. Vous avez des petits copains à l'époque? Comment ça se passe? Oui, Il y a vaguement, les par-ci, par-là, premiers émois, comme on dit. Voilà. Oui, en fait, on se rend compte avec le recul que c'était pour faire comme tout le monde, faire comme les copines, mais ça m'ennuyait finalement. C'était quel genre, vos petits copains? Ouais, déjà, il fallait pas qu'il soit trop masculin. Ça m'agaçait. Mais sinon, c'était des gentils garçons, tout ça. Mais voilà. En plus, au collège, on n'est pas... c'est 3 jours, hein, voilà. C'est fini. Alors, premier coup de foudre à l'âge de 14 ans. De qui vous tombez amoureuse à ce moment-là? Alors, amoureuse, j'avais un petit béguin, on va dire, pour ma prof de français. Et en fait, pour lui plaire, j'essayais de faire des bonnes rédacs, de la surprendre dans les rédactions et tout ça. Voilà. Comment elle s'appelait? Alors, elle s'appelait Marivonne. Marie. Oui. Mais elle était assez jeune, avec un look un peu baba cool, parce que quand on dit Marivonne, on pourrait croire que c'était une dame de 80 ans. Et alors, elle s'en rendait compte, elle? Non, oulala, non, parce que c'était super discret, c'était un trouble intérieur, hein, voilà. C'était moi. Je manifestais ça en essayant d'être bonne en français, c'est tout. Pas Et plus. vous aviez de bonnes notes? Oui, j'avais des bonnes notes. Bon, moi, ça, c'est une bonne Voilà. chose. Mais il ne s'est rien passé de plus. Ah non, bien sûr que non. Ouais. Et puis, à 16 ans, là, vous tombez vraiment amoureuse. Racontez-nous cette rencontre. Ça se passe où? Ça se passe dans le bus, voilà, en fait. J'allais à l'école, en fait, souvent, j'allais pas jusqu'à l'école, parce que, bon, au lycée, déjà, j'y allais moins souvent, on va dire. Je faisais de la musique ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai croisé cette jeune femme dans le bus, enfin, on s'est croisés. Il y a une sorte, voilà, de coup de foudre, voilà, mutuel, je pense. Ouais. Et comment elle s'est rendue compte que vous aviez un coup de foudre pour elle? Alors, en fait, parce que bon, elle passe dans le bus comme ça, et donc j'avais un bouquin, puis je la regardais comme ça, et puis pour être discrète, je prends mon bouquin pour continuer à la regarder, et en fait, il était à l'envers. Ouais, c'est la grande, et donc, c'est vrai qu'elle me dit, mais classique. il est à l'envers ton bouquin, et j'ai répondu, ah, mais c'est normal que je comprenne rien, alors voilà, voilà. Et puis après, on s'est mis à parler. Voilà. Donc, vous êtes revus après? Oui, mais c'était quelque chose de très fugace, enfin, on s'est revus deux fois, quoi. Elle avait votre âge? Non, elle était plus âgée, elle devait avoir 24, un peu comme ça. 24. Donc, vous vous êtes revus en dehors du bus? On est descendu du bus, oui, enfin la fois d'après. Et voilà, c'est la deuxième fois, on a bu un café, je crois, voilà. Et la troisième fois, on est allé chez elle, et c'est là que son mari est arrivé, justement. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes allé chez elle? Parce que là, elle vous a quoi? Elle vous a avoué des sentiments? Elle vous a avoué une attirance? Pas de mots, juste, on s'est fait un bisou, quoi, voilà. Et c'est là que son mari est arrivé et qu'elle m'a foutu dehors, et
Merci, au revoir. Vous n'êtes pas gênée de raconter ça devant Charlotte? Elle est au courant de cette anecdote, j'imagine. J'en ai pas trop. Enfin, j'en ai parlé vaguement comme ça, mais dans le détail, pas trop non plus. Parce que je vous sens un peu gênée de Voilà. raconter ça un peu quand même, non? Ça vous gêne, Charlotte? Du tout. Bon, d'accord. Bon, donc son mari arrive, alors là, qu'est-ce que vous dites? Eh ben, ça s'est passé en, je sais pas, 3 secondes maximum. Je me suis retrouvée poussée dehors avec mon sac à dos et mes cheveux comme ça. Et elle m'a dit, bon, il faut que tu partes, c'est mon mari, voilà, on se verra plus. Voilà. Et donc, je suis passée d'un moment où j'étais hyper contente, où je découvrais quelque chose, à un moment de grand abattement quand même, en disant, oh, bah, quand même... Il se joue quand même beaucoup de choses. Avant d'aller à ce 3e rendez-vous, vous êtes dit quoi? Je suis attirée par une femme. Ça vous a troublé? Vous étiez... vous aviez conscience que vous alliez dans quelque chose d'interdit quand même ou... Oui, parce qu'à l'époque, dans les années 80, on va dire, l'homosexualité, c'était pas comme aujourd'hui où on peut en parler librement, où les gamins, même s'ils se cherchent, ils peuvent dire, bah, je sais pas, si je suis bi, si je suis gay. À l'époque, c'était, quand on passait du côté gay, c'était, oula, on franchissait Ça vous le mur de excitait Berlin, un quoi. peu, cet interdit? Oui, certainement. Certainement, mais je ne me le disais pas non plus avec des mots, je me disais pas, parce que je voulais pas entrer dans des cases. Ouais, mais ça allait bien avec le côté punk? Certainement, ouais. Et avec le côté où c'est vrai que quand on est au lycée ou au collège, tout le monde vous dit ah bah t'es bizarre toi, t'es pas normal, t'es bizarre. Donc bon, d'accord, je suis pas normal, c'est pas grave. Lionel, Oui. vous réagissez comment vous à ça? Ben, moi, j'ai envie de dire que la connotation garçon manqué, c'est quelque chose qui passe bien par rapport à l'entourage. Une fille qui est taxée d'être garçon manqué, ça passe bien. Ouais. Un garçon, à l'inverse, qui est traité de fille ou de tapette ou de PD, d'efféminé, ça passe pas du tout. C'était votre cas? Et ça a été mon cas. Alors, vous êtes né dans une famille de combien d'enfants? Donc j'étais l'aîné, après j'ai eu 2 frères et une sœur après. D'accord. Vous Et étiez donc- quel genre de petit garçon? Un petit garçon adorable, jouait à la voiture? adorable, soumis. J'ai eu une enfance très soumise. Je ne jouais pas aux voitures ou aux petits trains, je jouais à la poupée. Donc j'avais mon grand-père faisait partie d'une association d'anciens militaires, puisqu'il était militaire de carrière, et donc tous les ans à Noël, il organisait une tombola. Et donc, il y avait un petit spectacle et une tombola. Et à cette tombola, j'ai eu le premier prix. Et le premier prix, c'était une poupée. Ah, mais ça a été je ne vais pas dire le plus beau jour de ma vie, mais j'étais... Voilà, Et il s'en est rendu compte, votre grand-père? Il ne vous a pas proposé de changer le cadeau? Non, pas du tout. Non. Mais de toute façon, j'aurais pas voulu changer. Et vous faisiez quoi avec cette poupée? Ah bien, je m'en occupais, je l'habillais, ce qu'une fille fait avec une poupée, tout simplement. Je lui donnais à manger, j'avais une petite dinette, donc j'organisais, je mettais en scène, etc. Et tout ça devant mes parents qui ne m'ont jamais dit « Mais enfin, t'es un garçon, ça se fait pas, joue avec tes frères, avec des voitures, les soldats, etc. » Non, ils m'ont laissé tranquille et ils ont toujours accepté cet état. Vous aimiez vous déguiser aussi? Oui, oui. Elle vous a vu vous déguiser en fille? Oui. Elle m'a dit une chose une fois, c'est que, parce qu'en plus j'étais assez exhibitionniste, c'est-à-dire que je me déguisais à l'appartement et je sortais dehors. À quel âge? À quel âge? J'avais 7-8 ans, 9 ans grand maximum. Et donc, pour moi, c'était une libération fabuleuse de pouvoir, de sentir le vent dans la jupe, de pouvoir tourner, de pouvoir évoluer comme ça. Une jupe qui appartenait à votre mère? Non, qui appartenait à une voisine qui avait donné ses vêtements à ma mère pour peut-être le secours catholique. Et donc, moi, j'ai mis ma base sur la jupe. Elle n'est jamais arrivée au secours catholique. Bon. Et donc, un jour, maman, pour répondre à votre question, m'a dit quand même, sois un peu plus discret. Parce que je me souviens très bien, c'était l'époque de Brigitte Bardot, et vous savez, elle avait un foulard comme ça, et j'avais fait la même chose, dehors. Et donc, maman m'a dit, écoute, quand même, fais un petit peu attention. Mais papa m'a jamais vu comme ça, par contre. Alors, très tôt, vous êtes senti attiré par les hommes. Je dis les hommes sciemment parce que, en fait, vous étiez attiré par des hommes plus âgés que vous. Oui, tout à fait. À quel âge? Eh bien, là, c'était encore avant, c'est-à-dire quand j'étais encore dans les années de primaire, même de maternelle. Je partais à l'école avec un copain et le papa d'un copain. C'est-à-dire qu'il avait un vélo, donc il y avait un enfant sur la selle et un enfant sur le cadre. Et donc moi, je ne sais plus si j'étais sur la selle ou sur le cadre, mais
je me sentais protégé par ce monsieur que je trouvais beau. Enfin, sûrement que je trouvais beau. Enfin, je ne mettais pas ces mots-là à l'époque. Mais j'étais bien, je me sentais bien. Donc, Vos profs vous attiraient? oui, oui, vous êtes bien au courant. Mais... Non, je me posais la question comme ça. Oui, non, je plaisante. Prof de quoi? Parce que donc, j'étais là donc en 5e. Et donc, j'avais un prof qui faisait toutes les matières. Je le vois encore avec son tablier gris, enfin voilà. Et donc, je m'arrangeais toujours, pour, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, de sortir le dernier. Je trouvais un prétexte pour rester, pour arroser les plantes de la classe, tout ça. Et pas pour rien de plus, mais pour sentir sa présence, et j'étais bien, tout simplement. Et puis les camps de montagne? Oui, les camps de montagne aussi. Donc, j'ai fait pas mal de camps de jeunes de 14 à 18 ans, où j'étais donc rien qu'avec des garçons. Et là aussi, j'étais attiré non pas par mes copains de galère, parce qu'on marchait beaucoup, c'était douloureux, mais par les moniteurs. J'étais attiré toujours par quelqu'un de plus vieux. Et pour une question de protection, de bien-être, oui, tout simplement. Il n'y avait rien de physique à l'époque. Alors, l'émoi physique, vous l'avez ressenti un peu plus tard, à l'âge de 14 ans? Oui, c'est ça. Même un peu plus tard que 14 ans, j'avais un copain de classe qui faisait beaucoup de football, etc. Et puis un jour, on s'est retrouvés, je ne sais pas comment, parce que moi je ne faisais pas de football, parce qu'on ne voulait pas de moi, j'étais nul, etc. Bon. Et donc, je me suis retrouvé dans le vestiaire avec lui. Et là, j'ai découvert la nudité masculine. Chose que En fait, ce qui m'a beaucoup manqué dans ma vie, c'est que j'ai jamais vu mon père nu. Et ça a toujours été pour moi, pas une douleur, mais un sujet de questionnement. J'avais pas de repère à ce niveau-là. Et donc là, dans le vestiaire, quand j'ai vu mon copain nu, c'était fabuleux. Enfin, voilà. Est-ce que, quand vous avez compris que vous aviez peut-être une orientation sexuelle différente, est-ce que vous en avez parlé à vos parents? Oui. J'ai eu le bonheur d'avoir des parents très, très ouverts, en qui j'avais toute confiance. Et donc, c'est à eux deux, papa et maman, en même temps. Excusez-moi, je suis un peu ému. Et donc, je leur ai dit, papa et maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Oui, on t'écoute. Donc, j'aurais dit, mais je pense que j'ai des tendances... J'aime les garçons. Enfin, je pense être attiré par les garçons. Et donc, il n'y a pas eu de cris, de pleurs, ou bien dégage, on ne veut plus te voir, des choses comme ça. Ils ont, au contraire, été très calmes. Ils m'ont écouté. Et leur réponse, c'est de dire avec beaucoup d'humilité... on n'est pas compétent pour te répondre à ce niveau-là, on n'y connaît rien, mais on te conseille d'aller voir des personnes plus compétentes, un prêtre, ton directeur d'école, un médecin, qui pourront peut-être t'aider. Donc ça, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, j'ai été voir toutes ces personnes, et tout le monde m'a dit, mais c'est une petite crise passagère, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, je sais plus, ça va s'arranger, ça va passer, peut-être que c'est une crise d'adolescence un peu tardive, et bon, voilà. Ça vous a rassuré? Ah, beaucoup, bien sûr. Juste, quand vous étiez dans vos années de lycée, de collège, est-ce que vous avez subi des railleries de la part de vos camarades? Beaucoup. Est-ce qu'eux vous ont fait sentir une différence? Oui. Oui, les colibés de style fillette, qu'est-ce que t'es efféminé, après, un peu plus tard, PD. Alors ça, PD, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai dû me renseigner. Et donc, oui, j'ai subi beaucoup de ce genre d'insultes et j'en ai jamais parlé à personne. C'est-à-dire que je gardais tout pour moi et mes parents n'ont jamais su ça, par exemple. Nathalie, vous, ça vous est arrivé aussi? D'être l'objet de railleries parce qu'on vous trouvait trop masculine, différente? Non, pas de raillerie. Non, je souriais au terme de PD. Moi aussi, je savais pas ce que ça voulait dire. Moi, je croyais que c'était quelqu'un qui fait le mariole en vélo, en fait. Parce que il y avait quelqu'un qui était arrivé, j'étais petite, en vélo, comme ça, faisant des dérapages et tout ça. Et d'autres lui disent, dégage, je veux PD, comme ça. Je me suis dit, oh, tiens, ça doit être parce qu'il fait l'andouille en vélo, quoi. Mais j'en étais pas sûre, parce que des fois, on le disait pas dans ces cas-là. Mais les railleries, non. C'était juste, moi, on me disait surtout que j'étais pas normale. Voilà, que j'étais bizarre, que j'étais pas normale. Une réaction d'Alain à tout ce que nous venons d'entendre. Cette orientation sexuelle, on la sent dès le plus jeune âge?
Là, en l'occurrence, dans les histoires qui sont racontées, qui sont très, 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 très fortes, très profondes, oui, il y a quelque chose qui éclot relativement tôt. Alors, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ressentaient cette attirance, ce mouvement à l'intérieur de soi, à l'adolescence, mais ça peut arriver très tôt. Mais en tout cas, moi, ce que j'aurais envie de dire par rapport à ce que j'entends là, c'est que c'est quand même de belles histoires de désir. Parce que, justement, très tôt, on ne peut pas mettre le terme homosexuel ou autre, on ne sait pas, mais on sent son désir. On sent que le désir est là et que le désir, il va se porter sur un enseignant, sur quelqu'un d'autre. Et le désir, il n'a pas de sexe. Le désir, il s'appuie sur une personne qui va vous charmer, qui va entraîner à l'intérieur de vous un certain nombre d'émoi et de force du sentiment. Et je trouve que ce sont de belles histoires de désir. Après, le problème, c'est que le désir, il va s'organiser autour de la société, de la famille, de la morale et de tous ces éléments-là. Alors, on va voir comment ou si le désir s'accommode avec la normalité, puisque vous êtes en quelque sorte entré dans la normalité un peu plus tard, lorsque vous avez approfondi une relation avec une jeune fille qui faisait partie de votre bande d'amis, avec laquelle vous vous entendiez bien. Est-ce que vous la désiriez, justement? Est-ce qu'elle vous plaisait physiquement? Je vais dire non. Elle me séduisait par son comportement joyeux, insouciant. On rigolait beaucoup, on s'amusait beaucoup, on aimait bien les mêmes vedettes de la chanson, etc. Oui, c'était vraiment presque une sœur pour moi. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de connivence, on déconnait pas mal. Et un jour, nous sommes partis à la mer, puisque bon, j'habite dans la région lilloise, donc on n'est pas loin de Dunkerque, etc., près dunes. Et donc, on se baladait tous dans les dunes. Et puis, à un moment, je sais pas, je marchais à côté d'elle, et puis elle m'a donné la main. Et alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas retiré ma main. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me donne la main, ça veut dire quoi? J'étais perdu. Et puis donc, au milieu de la troupe de copains, on n'a pas pu se parler, enfin, j'ai pas pu exprimer mon trouble. Et par contre, ce que j'ai réalisé quelques jours après, c'est que je me suis dit, ah, il y a une fille qui s'intéresse à moi, donc je rentre peut-être dans la norme. Donc ça vous a soulagé peut-être, oui, énormément, de ressentir ça? Énormément. Mais alors, donc vous êtes allé plus loin, vous l'avez embrassé? Je ne sais plus, sans doute que oui, mais pas le jour même, pas dans les jours qui ont suivi. Il s'est passé au moins 3 ans avant qu'on se marie, on se fiance et on se marie. Pendant les 3 ans, il n'y avait rien du tout? Il ne s'est rien du tout passé? Si, sûrement. Si, parce qu'on sortait en boîte avec les copains et les copines. Donc, je me souviens qu'on dansait ensemble, les slows et tout ça. Bon, donc, rien de plus? Non. Avant de vous marier, rien de plus? Non, rien de plus, parce que ça va peut-être vous faire sourire. Non, pas du tout, je suis très respectueuse. Non, mais c'est parce que, en fait, rien de plus, parce que j'étais empreint de morale religieuse, et donc je ne voulais en aucun cas que ma future femme soit enceinte avant le mariage. Donc vous l'avez demandé en mariage? J'ai demandé en mariage. Vous l'avez épousée? Oui. Et donc, après le mariage, est-ce que vous avez eu une attirance sexuelle pour elle? Oui. Et alors, comment ça s'est passé? Très bien, naturellement. Moi, je découvrais tout. J'étais puceau au mariage. Quand même incroyable. À 23 ans, j'avais eu aucune expérience sexuelle. Voilà. Alors, c'était la première fois où nous avons dormi ensemble, parce que je dis bien dormir et non pas coucher. C'est pas, pour moi, ça n'a pas la même valeur. On a dormi ensemble la nuit de notre mariage, juste après la fête, etc. Donc on s'est mariés le 31 décembre, donc il faut le faire quand même. Hein, donc notre nuit de noces, c'était le 31 décembre et le 1er janvier au matin. Ouais. Et le 1er janvier au matin, à 4 h du matin, on partait en voyage de noces. Donc on venait nous chercher à l'appartement en voiture pour nous conduire à l'aéroport, etc. Donc on a très peu dormi et on n'a pas eu de relations sexuelles ce soir-là. Ouais. Donc les premières relations sexuelles ont été faites en voyage de noces en Espagne. Et c'était super. Enfin, moi, j'ai de très bons souvenirs. Donc là, vous abandonnez dans cette relation sans vous poser de questions? Oui. Et puis, je ne pensais plus à l'homosexualité, je ne pensais plus à un homme, plus rien. Non, pour moi, c'était une délivrance incroyable de vivre avec une femme et de rentrer dans le moule en sachant que j'allais avoir des enfants. Et voilà.
Alors, délivrance de rentrer dans le moule. Nathalie, vous avez ressenti ça aussi lorsque vous avez rencontré Laurent? Oui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que... Vous l'avez rencontré au lycée? Au lycée, voilà. On était Vous pas aviez dans- 17 ans? Oui, 17 ans. On n'était pas dans la même classe, mais dans le même lycée. Et c'est vrai que... En plus, c'était un garçon très beau, très intelligent, drôle, tout ça. À donc- qui il ressemblait? Ouais, il a les yeux verrons, comme David Bowie. Donc, je pense qu'il y avait un petit quelque chose à ce niveau-là. Puis, c'était Un petit quelqu'un... côté efféminé, alors aussi. Pas efféminé, mais pas le mâle enfin, quelqu'un d'assez discret, on va dire. J'aime bien votre description du mal. Sympa, non? Voilà, non, mais c'est quelqu'un d'assez... C'est un peu ce que je dirais aussi, moi. Ah ouais, Voilà. moi aussi, ouais. pareil. D'assez secret, finalement, d'assez... puis intelligent et intéressant, on va dire, intellectuellement, quoi. Et puis, ça me faisait plaisir, c'est vrai, de rencontrer un garçon qui m'intéresse, finalement. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on rentre, comme tu disais, dans le moule. Et puis, c'était plutôt agréable. Donc, voilà. Donc là aussi, vous avez une intimité, vous le désirez, vous... Oui, oui. Bah oui, quand même, oui. Bon, nous, on a attendu moins longtemps, hein, quand même. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas attendu de vous marier, Non, voilà. puisque mais j'étais même c'est allé enceinte très, avant très vite. le mariage. Ouais, voilà. c'est ça. Vous êtes tombée enceinte combien de temps après l'avoir rencontré? Pas tout à fait un an, je pense. Hein, Ouais. voilà, c'était pendant l'été qui suivait, quoi, voilà. C'est rigolo parce que elle regarde sa fille par en dessous comme ça. On sent qu'il y a beaucoup de pudeur à se confier devant elle. Oui, bah oui, c'est normal. On va voir, vous êtes très très proches, les deux très complices. Vous allez nous dire ça tout à l'heure, mais vous faites attention aux mots que vous choisissez. Bah, c'est oui, important. Oui, c'est important. Bon, alors là, vous avez quoi, 17 ans et demi, vous tombez enceinte, donc j'imagine que c'était pas prévu au Non, programme. c'était pas du tout au programme. Comment vous réagissez Au début, il y a un petit instant de panique. On se dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais très vite. D'abord, de toute façon, je prenais des décisions très rapides. Hein. Quand je dis j'ai réfléchi un jour. Voilà, bon, voilà. Et puis je savais que j'allais la garder. J'en ai quand même parlé à Laurent, quand même. On était deux dans l'affaire. Et comme on était partis dans un délire, tous les deux à 17 ans, voilà, enfin, il a un an de plus que moi, on a décidé de la garder. On était contents de la garder. Et puis voilà. Donc vous emménagez ensemble? Oui. Donc là, il faut quand même trouver le moyen de subvenir à ses besoins. Oui, alors déjà, on a passé tous les deux le bac en candidat libre. Ouais. Parce que bon, ben moi, de toute façon, j'avais été renvoyée du lycée, donc voilà. Je l'ai passé, donc j'ai accouché en avril, j'ai révisé en mai, j'ai passé mon bac en juin. Bon, hop, ça c'était fait. Et vous êtes mariés? Ah oui, avant, oui. On s'est oui. mariés en octobre. Voilà. Donc du coup, oui, on voulait continuer nos études, mais c'est vrai qu'au point de vue financier, c'était compliqué. Donc là, on s'est dit, le premier qui trouve du boulot, ben, il travaille, et l'autre continue ses études, et c'est moi qui trouvais du travail en premier, donc voilà. Donc Charlotte est née, Oui. et puis vous avez trouvé des petits boulots, Oui. et puis vous avez eu un autre enfant, Oui. une autre petite fille, Héloïse, donc 3 ans et demi après. 3 ans et demi après. Quel regard, quel souvenir vous avez du couple que formaient vos parents à ce moment-là? Un couple très, très soudé. Je sais qu'on rigolait énormément. On n'avait pas beaucoup de sous, mais avec ma sœur, ça nous a jamais choqués. On s'en est jamais vraiment rendu compte. Papa et maman jouaient énormément avec nous. On faisait des jeux de société. On faisait des promenades. Ouais. Très soudés, très complices, Très, très compliqué. tendres l'un envers l'autre. Pas démonstratif, mais ça, toujours aujourd'hui, Pudique. voilà. Voilà. Toujours c'est pas aujourd'hui, pareil. l'un comme l'autre, ils sont pas très démonstratifs. Mais plein de petites attentions l'un pour l'autre. Ça, c'est parce qu'ils se connaissent beaucoup. Alors quand l'un est fatigué, l'autre va faire un petit café. Ou c'était des petits gestes comme ça, plus qu'une exposition. Et pourtant, dans les années 2000, retour de questions, d'un questionnement en ce qui vous concerne. À ce moment-là, vous surfez pas mal sur Internet, vous allez sur des forums. Oui, là, c'était plutôt, des forums un peu d'écriture, on va dire, d'ateliers d'écriture. On écrivait des nouvelles, des choses comme ça. Et là, entre Internet, après, on se parle un peu. Ouais. Finalement, on fait connaissance, etc. Et c'est là que je me rends compte que c'était beaucoup des femmes qui venaient me parler. Et donc, du coup, je commence à parler à des femmes, bon, juste normal, on se raconte un peu notre vie, tout ça. Et il y en a plusieurs qui veulent me rencontrer, mais qui sont plus explicites, quoi, on va dire. Et ça me surprend un peu parce que je me dis, à distance comme ça, Ouais. Mais ça vous titille? Mais oui, ça commence à retravailler. En fait, quand on est comme ça dans la vie, on pédale, on est sur un vélo, on pédale parce qu'elles sont petites, il faut travailler, il faut gagner des sous, etc. Donc on pédale. Et puis à un moment, on relève un petit peu la tête comme ça et on se dit, mais c'est pas mon vélo. Qu'est-ce que je fais sur ce vélo? Et on commence, on se dit, qu'est-ce que je fais là?
Ça Et s'appelle ça se passe un comme ça. processus d'individuation, je crois. Hein Oui, oui, Hein, oui, c'est tout à ça, fait, tout à fait, bravo. On se dit, bon, ben, c'est quoi ma vie, en fait? Est-ce que Exactement. je suis sur les Ouais. bons rails? Voilà. Hein. Ou le bon vélo, parce que ça va moins vite. Bah, vous, c'est le vélo. Voilà. Et voilà. Et on commence à se poser des questions comme ça, voilà. Et on se les pose d'autant plus à des moments précis de la vie où surviennent des douleurs, des drames. Oui. En l'occurrence, Oui. le décès de votre papa, Voilà. c'était en 2002. En 2002, oui. Donc mon père est mort donc, d'un cancer. Et c'est vrai que quand on perd quelqu'un de proche, d'abord, ça nous rapproche de la mort nous-mêmes déjà. Parce qu'on se dit, et on se pose plein de questions sur soi. On reparcourt son enfance aussi, l'enfance, l'adolescence, la famille, les gens qui nous entourent, ce qu'on fait de notre vie, tout simplement. Et on remet On tout va à à plat. l'essentiel, quoi. On se dit, Exactement. bon, est-ce que je suis sur le bon vélo? Est-ce que je suis sur le bon vélo? Et sans pour autant renier celui sur lequel on était avant. Je veux dire, c'était un chouette vélo. Je veux dire, mais c'était pas le mien. Voilà. Et alors, Charlotte, vous avez un souvenir de votre mère à ce moment-là? J'imagine que c'était pas très gai. Évidemment, elle perd son papa. Bah déjà, c'était la première fois que je la voyais pleurer. Mm. Et c'est un moment dont je me souviens atrocement bien. Mm. Et après, oui, je l'ai sentie plus mélancolique. Elle passait plus de temps seule ou à écrire ou à jouer de la guitare. Elle n'était pas moins proche de nous pour autant, mais je la sentais forcément très, très mal. Et c'est là, Nathalie, où vous avez besoin d'avoir un dialogue franc avec votre mari? Oui. Là, oui, mon père est mort en 2002, et c'est en 2003, voilà, parce qu'il y a eu toute une période un peu comme ça de réflexion, voire de mélancolie, oui, c'est vrai, je me rappelle. Enfin, et lui sentait aussi, on s'éloignait un peu aussi quand même. Dans un couple, au bout de 15 ans, il arrive des fois où chacun commence à prendre un chemin comme ça. Et on s'était promis de se parler à ce moment-là, et on a eu cette discussion, parce que lui sentait bien aussi que de son côté, il était attiré par des collègues aussi. Et que, moi, aussi, je commençais à m'éloigner. Et on a eu cette discussion qui était très, très émouvante, finalement, sur notre séparation. Voilà. Vous avez décidé quoi? De vous séparer? De nous séparer quand même, parce que, on serait plus ensemble, mais on a décidé de rester en colocation, on va dire. Ouais. Parce que les filles étaient jeunes, elles étaient adolescentes, et on voulait garder ce cocon familial, parce que on voulait pas les perturber. Déjà, on leur annonçait que papa et maman étaient plus ensemble, finalement. Ouais. Mais on leur avait dit, vous allez voir, ça va pas vraiment vous changer grand-chose pour vous, parce qu'on va continuer encore un peu à habiter ensemble, et ça va rien changer pour vous. Et Bon, mais à ce moment-là, important. donc vous annoncez aux enfants que vous vous séparez tout en... C'est un peu compliqué quand même à comprendre ça. Vous vous séparez tout en continuant à habiter ensemble. À votre mari, vous annoncez votre homosexualité? Oui. Oui. Donc comment il réagit, lui? Là, il a été surpris au départ. Il m'a juste demandé si il connaissait cette personne. Je lui ai dit non. Ça l'a soulagé. De pas la connaître? Oui, de pas la connaître. Est-ce qu'il Oui. y a cette éternelle question qu'on se dit je préférerais qu'elle me quitte pour un homme ou pour une femme? Vous en avez parlé de ça? Je pense que oui. Je sais pas s'il me l'a vraiment dit. Ouais. Mais je pense que ça lui déplaisait pas que ce soit une femme finalement, plutôt qu'un autre mâle. Comme ça, il n'y avait pas de rivalité. Voilà. Il m'a juste demandé si c'est à cause de... Enfin, cette question un peu bête finalement. Est-ce que c'est à cause de moi ou est-ce que j'ai fait quelque chose de travers? Non, c'est pas bête. Parce que c'est vrai que... Cette culpabilité, je trouve, de culpabiliser, il n'y a pas à culpabiliser parce qu'il n'y a pas de faute. C'est important, et qu'on le retrouve dans toute rupture, de se dire quelle est ma part de responsabilité dans la rupture. C'est assez logique. Ah oui. Même si cette... Dans la rupture. Bien sûr, dans la rupture. Oui, mais là, il se l'est posé voilà. par rapport à l'homosexualité. Oui, mais je pense que les deux sont liés. De toute façon, les deux sont liés parce que vous lui annoncez votre homosexualité dans un moment où il y a de toute manière une rupture qui se met en place. Donc les deux arrivent en même temps. Les deux sont associés. Donc les deux sont associés. Après, qui se pose la question sur qu'est-ce qu'il n'a pas fait en tant qu'homme et qui fait que vous alliez vers une femme. Cette question-là, elle est naturelle aussi. Après, a posteriori, on peut se dire, cette question, elle n'était peut-être pas juste et tout ça. Non, mais et instinctivement, c'est normal de se la poser. Et je crois que dans un moment où un couple se sépare ou s'éloigne, c'est important et ça me paraît assez sain que chacun se pose la question de sa propre responsabilité. De se remettre en question, toujours les deux. Ça, c'est plutôt très intelligent. Ouais. Là, Puis donc, on a discuté de ce qu'on avait fait, pas fait, mais on a surtout discuté de cette promesse qu'on s'était faite et qu'on avait envie de tenir. Alors, donc, vous dites à vos enfants, on se sépare. À ce moment-là, vous aviez quel age, vous, à ce moment-là, Charlotte? 13 ans 12-13 ans, oui. C'est ça. Donc, vous comprenez que vos parents ne sont plus ensemble, tout en continuant à vivre ensemble. Comment vous le vivez? C'est perturbant, justement, dans le sens où ça n'a pas changé grand-chose.
comme ils s'entendaient toujours aussi bien, c'est vrai qu'au début, on a eu un moment avec ma sœur où on s'est... Même mieux. Il y a un moment où on s'est demandé, mais pourquoi ils se séparent au C'est juste? ça. Parce que Bien ça sûr. se passe bien, en fait. Vous leur en vouliez? Non, c'est la tristesse de perdre l'image de papa et maman ensemble, en fait. Parce que quand on est petit, j'avais en plus pas énormément d'enfants de divorcés autour de moi, donc c'était papa et maman pour toujours. Et puis ça se passe bien, donc je l'ai pas forcément vu venir. Ça vous a rassuré qu'ils cohabitent? Oui. Comme ça, vous n'avez pas perdu vos repères? Tout à fait. Oui. Puis voilà, on continuait à faire des jeux de société, on continuait à manger ensemble, et ça, c'était super. Alors, vous avez cohabité combien de temps? Plusieurs années, maintenant. Et alors, pendant ce temps-là, vous meniez votre vie de Chacun célibataire? notre vie voilà, amoureuse, on l'a menée chacun de notre côté. Ouais. Moi, j'expliquais toujours aux personnes que je rencontrais ma situation. Je dis voilà, moi, je suis toujours en colocation avec mon ex-mari, avec mes 2 filles, mais j'étais claire. Je suis pas prête à habiter avec ma partenaire tout de suite. Voilà. Alors, votre première partenaire, vous l'avez rencontrée assez vite? Oui, assez vite. Comment ça s'est passé? Ah, très bien. Non, mais je vous demande dans le détail, parce que c'est un peu délicat. C'était une révélation, on va dire. Ça a été une révélation? Bon sang, mais c'est bien sûr, quoi, voilà. Ah oui? Ah, mais oui, mais enfin, voilà. C'était, vrai? Oui, voilà. Et c'est là qu'on on voit tout ce qui s'est passé avant, les petits ce qu'on a pu ressentir, voilà, quand on était ado, etc. Et on dit, mais c'était bête. Oui, c'est vraiment une évidence, voilà. On se dit, ça me correspond mieux, et totalement, on va dire, voilà. Je sais pas si... Lionel, vous avez des enfants aussi? Oui. Votre premier enfant, donc Benjamin, né combien de temps après? Un peu moins de 2 ans. On s'est mariés en 73, il est arrivé en septembre 75. Alors, je crois que là, ça a été un premier déclic pour vous, le moment de sa naissance. Ça a été un mauvais déclic. C'est-à-dire que Benjamin ne voulait pas venir, il se sentait bien où il était. Donc en urgence, il y a eu une césarienne. Et ça, mon ex-épouse a très très mal vécu. Bon, donc il y a eu cette période un peu douloureuse de dépression et voilà. Ça a eu des conséquences dans votre intimité? Oui, parce que, comment dire, sexuellement, donc elle me disait, le rapport me fait mal. C'est-à-dire que je la désirais toujours, mais comme elle se refusait à moi, ben voilà, j'essayais de penser à autre chose. Et donc, au lieu de penser à une autre femme, j'ai pensé à, en général, un prince charmant. Voilà, c'est le mot souvent que j'emploie. Un prince charmant qui m'aurait emmené comme ça sur un cheval blanc. Enfin, vous voyez, un peu conte de fées comme ça. Ah oui, moi j'ai rêvé à ça, bien sûr. Et donc, mais c'était qu'au domaine du rêve et du fantasme. Alors parfois, dans ces cas-là, on se dit, bon, ben, on va avoir un autre enfant pour essayer de consolider le couple. Oui. Mais c'est une erreur, bien sûr. Mais on a mis le temps. Il a fallu 6 ans quand même pour engendrer notre deuxième enfant. Ouais. Et pendant 6 ans, vous aviez retrouvé quand même une intimité? Pas vraiment. C'était un peu cas à cas, avec tous les soucis en plus de la vie commune. Voilà, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde pour un tas de sujets. Le couple s'est un peu effrité, mais comme tout autre couple. Ce n'était pas une histoire de... C'était pas l'homosexualité qui en était la cause. Et puis là, vous avez un déclic devant l'expérience de l'un de vos amis. Voilà, exactement. Qui fait son coming out à 33 ans. Oui, c'est ça. C'est un ami du couple, hein, donc de mon ex-épouse également. Et donc, quand il nous a appris qu'il était gay, on s'est dit, ah bon, on était très, très surpris. Et il nous a présenté très vite son conjoint. Moi, j'étais éberlué. Je dis, c'est pas possible, comment il a pu faire. Alors, moi-même, je dis, il a eu plus, excusez-moi du terme, il a eu plus de couilles que moi. C'est-à-dire qu'il a eu le courage parce qu'il a eu des femmes qui l'ont approché. Et tout de suite, il a dit non. Moi, je peux pas, je suis homosexuel. Chose que moi, j'ai pas pu faire. Donc, moi, et vous, à ce moment-là, vous étiez persuadé que vous l'étiez aussi? Oui. Ouais. Et donc, c'est comme j'avais enfin un repère de quelqu'un d'homosexuel, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, comment tu as pu faire pour rencontrer quelqu'un, etc. Moi, j'ignorais tout. Donc, il m'a donné des pistes que je me suis empressé de réaliser. Et donc, là, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Est-ce que vous avez ressenti ça comme une urgence? Ah oui, tout à fait. Ouais. C'était une obsession. C'est devenu une obsession. Une obsession. Ah, oui.
Et ma première relation, c'était avec un gars qui était marié aussi, marié, père de famille, donc vous voyez, qui m'a tout de suite dit tu es bien sûr que tu veux t'engager dans cette voie-là? Je dis oui, je veux, mais je ne suis pas encore certain. Je voudrais d'abord vérifier. Parce qu'il dit je t'avertis tout de suite, c'est pas une voie facile, tu vas souffrir. Je dis ça fait rien, je veux savoir. Donc on a eu une rencontre sexuelle, hein, pour dire les mots comme ils sont, et donc là ça a été pour moi une révélation à nouveau. Donc j'ai dit c'est ça que je veux. Et voilà. Donc c'était le point de départ d'une vie un peu chaotique, hein, puisque bon. Vous avez eu plusieurs relations clandestines? Oui, j'ai eu plusieurs relations clandestines jusqu'au moment où la personne avec qui j'étais, on s'est fait racketter. Le louba en question avait essayé de. Bon, j'avais une alliance et une chevalière, donc il tirait sur l'alliance, il tirait sur la chevalière pour me les enlever. Et moi, comme je faisais un peu de théâtre, j'ai simulé l'attaque cardiaque, j'ai fait semblant de m'évanouir. Et donc, le gars qui était avec moi, il a dit « Mais arrêtez, vous voyez pas qu'il va pas bien, arrêtez !» Et donc, les gars se sont enfuis. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais dit à la maison en rentrant ce soir? J'ai plus d'alliance, j'ai plus de chevalière. Qu'est-ce que je dis? Vous qui étiez très, très à cheval sur la morale, sur la foi, sur cette éducation religieuse, j'imagine que vous deviez être torturé. Oui, j'étais torturé, mais c'était une adrénaline que je maîtrisais pas. C'était plus fort que moi. La morale, je m'étais assis dessus à l'époque. Je continuais à aller à la messe régulièrement, je priais, etc. Mais c'était une autre facette de moi, Dr Jekyll et Mr Hyde. Juste une réaction d'Alain Héride là-dessus. C'est-à-dire que tout à l'heure, moi, j'avais retenu le mot désir. Là, je retiendrai le mot évidence. Les deux histoires, c'est vraiment ce qui ressort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir un événement comme le décès de votre père ou d'autres événements comme le fait que cet homme fasse son coming out. Et tout d'un coup, il y a une évidence qu'on porte en soi qui va faire surface et qui va envahir l'ensemble de son psychisme, de son comportement. Comme si un barrage sautait, oui, et l'eau se déverse. Et à ce moment-là, je suppose que c'est ce que vous avez ressenti, à ce moment-là, on a l'impression qu'on est en lien avec sa vérité. Et quand on est en lien avec sa vérité, voilà. Alors, on peut toujours calfeutrer, ne pas y aller, bien sûr. Mais là, après, les résultats peuvent être terribles, même psychologiquement. Mais là, quand on y va, voilà, on est emporté par ce flot. Mais c'est un flot de vérité. Qu'est-ce qui peut se passer si on n'y va pas, si on tente de colmater, si on tente d'ériger des digues? La dépression. Ouais. On peut rentrer en dépression et parfois ça peut donner des dépressions lourdes. Ouais. Il peut y avoir des passages à l'acte suicidaire aussi, où à un moment donné on se dit voilà, je ne peux pas être qui je suis, donc ce que je suis je le supprime. C'est surtout ces deux voilà, donc ils sont quand même des solutions terribles et celles que vous avez choisies tous les deux sont quand même meilleures, me semble-t-il, même si c'est beaucoup de souffrance. Bien sûr. On va le voir parce que j'imagine qu'à ce moment-là où vous vous dites il faut que j'en parle à ma femme, j'imagine que c'était un moment terrible. C'est un moment de souffrance terrible, d'abord pour moi, parce que j'ai beaucoup hésité. Je dis j'y vais pas, je dis pas. Un soir, je dis ça y est, j'y vais. Et donc, je lui en parle. Et donc là, c'était le drame, parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Elle n'avait aucun doute. Rien. Donc quand on dit que l'amour est aveugle, ça c'est vraiment une expression que je crois, parce que... L'amour est aveugle, qu'est-ce que vous en pensez, Alain? L'amour est aveugle ou on se voile délibérément la face pour éviter de souffrir, peut-être Je pense qu'on va retrouver les deux. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé là pour la femme de Lionel, mais nous, en psychanalyse, on part du principe que l'inconscient, c'est tout. Donc inconsciemment, elle le savait. Après... c'est le droit qu'on se donne que ce que l'on sait inconsciemment, on le laisse arriver jusqu'à la conscience. Donc c'est des combats internes qui sont... Mais là, les enjeux sont tellement forts qu'à un moment donné, il vaut mieux ne pas laisser cette conscience émerger, la garder à l'intérieur de soi et mettre en place presque une forme de déni. Parce que sinon, c'est ce que vous dites, sinon c'est trop fort. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous vous êtes séparés ou au contraire? Non, elle m'a supplié de ne pas l'abandonner. Elle et les enfants. Mais Est-ce qu'elle aussi vous a demandé si c'était à cause d'elle? Est-ce qu'il y a eu cette culpabilité de sa part? Non, elle n'a pas dit ça, mais elle a dit autre chose qui est tout à fait différent de ce que disait Nathalie. C'est qu'elle m'a dit, tu comprends, tu serais allé voir une autre femme, j'aurais pu me battre.
Avec un homme, je peux pas. Ça, c'est un grand classique aussi, non? Oui, mais je trouve cette phrase extraordinaire parce que ça. C'est pas vrai, en plus, ça correspond pas à la réalité. Non, ça correspond pas à la réalité, mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il y a tous les schémas sur lesquels se construit le couple, qui est quand même très hétéronormé, quand même. Oui. Et que par rapport à ça, voilà, l'infidélité, on a des schémas qui sont en place à l'intérieur de soi. Et là, tout d'un coup, ces schémas, c'est pas face à ça que l'on est, quoi. Donc on est démunis. Mais bien sûr qu'elle aurait pu se battre, bien sûr. Mais ça correspondait pas à ça. Ouais. Elle aurait pu se battre, oui et non, parce que ça a été l'effondrement total et la demande expresse de ne pas l'abandonner. Donc vous y avez répondu à cette demande. J'ai Vous répondu, allez oui. nous raconter ça tout à l'heure. On va revenir à Nathalie qui, pendant ce temps-là, reste aussi chez elle, hein, puisque d'une certaine manière, vous avez choisi la même option pendant des années. Rester, vous occuper de vos enfants. Et Charlotte, à ce moment-là, est-ce que vous voyez votre mère changer? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous alertent? Non, dans le sens où elle avait aussi commencé une formation. Donc, les petits changements, enfin, je la sentais plus heureuse, mais c'était des changements que j'attribuais à autre chose, en fait. Je me disais, ah, bah tiens, elle reprend du poil de la bête, elle fait une formation, c'est super. Alors, en revanche, autour de vous, on vous fait des réflexions. Oui, Qui, oui, par exemple? justement. La mère de mon père qui me disait, mais tu sais, ta mère, quand même, elle n'est pas très féminine, elle a une manière de marcher qui est un peu... oui, enfin... Ça a changé. Bref, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à me sous-entendre clairement qu'on me cachait des choses. Et Donc là, ça commence à vous agacer. Vous vous dites, j'aimerais oui, bien... en plus, j'étais persuadée qu'on me devait des explications, que je devais être au courant de leur vie et que si on me cachait des choses, c'était pas normal. Après, plus tard, on comprend que si. On ne dit pas tout à ses enfants et c'est normal. On a le droit à son intimité. Et oui, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'envoyer un bon petit texto d'adolescente. Ouais, voilà. Tu sais, maman, tout finit toujours par se savoir. Point de suspension. C'est important. J'en étais très fière. Et c'est là que ça a déclenché la conversation. Donc là, vous dites, il faut affronter. Comme j'étais, je devais être dans le salon, je crois, parce que texto. Ah de oui, la non, chambre, ça. j'étais pas très loin. J'étais dans ma chambre, elle était dans le salon. Donc j'ai pas eu beaucoup de chemin à faire, donc je suis allée directement dans la chambre, j'ai ouvert la porte, j'ai demandé, voilà, qu'est-ce que tu veux savoir? Et donc t'as été un peu. Là, je me suis retrouvée très bête, oui. Voilà, ouais. Alors donc, vous avez appelé votre sœur, je crois. Oui, Oui, du coup... Là, vous vous êtes dit, il va y avoir du lourd, donc il vaut mieux convoquer tout le monde. Oui. Bon, donc elle est venue, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Maman m'a dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Et j'ai dit, je veux savoir ce que tu me caches. Et alors, comment vous l'avez exprimé? Avec des mots simples, hein, j'ai dit, parce qu'elle savait qu'on était séparés, je dis, vous voyez, votre père, il a des copines, et moi aussi. Voilà. C'est tout. Et puis c'est passé comme ça, quoi. Parce que bon, de toute façon, l'homosexualité, elle savait ce que c'est. On parlait souvent de tous les sujets, quand même. Hein. Ils avaient des valeurs de tolérance, etc., qui étaient très importantes. Liberté, tolérance, tout ça. On parlait même, voilà, du traité sur la tolérance, c'est pas pour rien, quoi, de Voltaire. Donc on avait beaucoup parlé de ça ces derniers temps. Et donc voilà, une fois que j'ai dit ça, ça y est, c'était désamorcé, quoi. Alors c'était désamorcé, mais ça a engendré un paquet de questions, alors là, pour le coup. Oui, la première, c'était... Bon, alors, elle nous a quand même dit que, voilà, elle avait toujours aimé papa. Papa, c'était spécial, enfin, c'était vrai. Elle était contente de nous avoir, que si c'était séparé, c'était pas à cause de nous, enfin... Voilà, les petites bases habituelles. Voilà. Donc ça vous a rassuré, déjà? Oui, tout à fait. Déjà, la première chose qui m'angoissait, c'est comme j'étais pas un enfant attendu, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est de ma faute. Elle est rentrée dans un schéma qui lui convenait pas et c'est peut-être ma faute et elle est peut-être restée à cause de nous et je l'ai peut-être empêchée de vivre sa vie comme elle le voulait jusque-là. Ça, c'était ma première grosse angoisse. Et après, il y a eu le fait que, oui, on sait que la vie d'homosexuel, c'était difficile. Et j'ai eu peur pour elle. Peur des regards, peur des réflexions? Peur qu'on lui fasse du mal. Parce que les réflexions des autres, je m'en fichais. Le regard des autres, c'était pas ça. J'avais peur qu'on puisse lui faire du mal. Ça m'angoissait. Alors, comment vous l'avez rassurée, Nathalie? C'est sûr que sur ces angoisses qu'on me fasse du mal, en fait, c'est plutôt à moi de me faire du souci pour ma fille que l'inverse. Donc, je l'ai rassurée. Je disais, tu sais, je suis une grande fille, donc voilà, on fait. Et puis, c'est vrai que
il y a surtout dans le PACA, on va dire, c'est vrai qu'il y a certains endroits où, si on se balade la main dans la main avec sa copine, on peut se faire embêter, on va dire sérieusement, même agresser physiquement. C'est déjà arrivé à des amis, etc. Donc, il y a des endroits où on se tient pas la main, des fois, voilà. Parce qu'on est... On veut toujours un peu militer, etc. Mais il y a des moments où on a envie d'être un peu tranquille 5 minutes. On n'est pas tout le temps en train de dire oui, un peu, voilà. On veut se poser de temps en temps. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, il y a des endroits où il faut faire attention. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Charlotte, vous l'avez tu, ça, les choix de votre mère par rapport à vos copains, à votre entourage, ou au contraire, vous en parlez librement? Ah, j'ai jamais eu de problème pour en parler. Et après, c'est vrai que c'était mon petit test quand je rencontrais un garçon. C'était de lui parler très vite de ma situation familiale pour voir un peu où on en était à ce niveau-là, parce que si c'était quelqu'un d'intolérant, de réfractaire ou que sais-je, alors ça, c'était tout à fait rédhibitoire pour moi et ça me permettait de faire un petit tri d'entrée. Est-ce que vous vous êtes posé des questions sur votre sexualité? Comme tout le monde, mais pas plus, parce que ma mère est homosexuelle. Ça, c'était j'ai très vite, pour moi, on tombait amoureux justement d'une personne, d'une personnalité, de l'humour de quelqu'un. Enfin, c'était un tout. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je trouvais des filles très belles, des garçons très beaux. Après, en l'occurrence, oui, j'ai plus d'attirance pour les garçons et je vis avec un garçon, mais pas plus que les autres, je pense. Chez vous, ça a réveillé un côté un peu militant, prête à réagir. Ah oui. oui. Il y a eu des réactions dans votre entourage un peu stupides? Oui, souvent, oui. Ça, c'est quand on fait des soirées avec les copains, les bêtises qu'on peut entendre. Qu'est-ce que vous avez entendu, par exemple? On m'a demandé si j'avais pas peur de l'attraper. Voilà. C'était atterrant. Mais c'est vrai qu'apraprès, voilà, quand j'entendais des insultes, pas à l'égard de ma mère, mais enfin, de manière générale, ça devenait très épidermique chez moi. J'étais un peu l'extension de ma mère à ce moment-là. Et tout de suite, oui, ça m'énervait. Une fois, si vous arrivez en cours, je crois, en terminale, où un prof fait une réflexion malheureuse. Oui, tout à fait. Ah oui. Parce qu'on étudie les métamorphoses d'Ovide. Et la prof nous explique qu'il ne faut pas être choqué parce que dans la Grèce antique, il y avait énormément de pratiques qui nous choquent ou qu'on considère comme immorales, comme la pédophilie et l'homosexualité. Alors là, j'étais très fâchée. Et j'ai levé la main pour signaler qu'on ne pouvait pas faire l'amalgame entre la pédophilie et l'homosexualité, que c'était atroce même de dire des choses comme ça. Et c'est la première et unique fois où j'ai été virée de cours dans l'histoire de ma scolarité. Mais j'en ai pas eu honte. Comment vous avez réagi, Nathalie? J'étais très contente, moi. J'ai dit bravo. Et s'il faut te faire virer 10 fois de cours suite à ça, c'est pas grave, fais-toi virer 10 fois de cours. On laisse pas passer ça. Non, j'étais contente. Parce que... Là, on a vu les questionnements que tout cela a engendré chez Charlotte. On va voir que Benjamin, votre fils, vous a posé d'autres questions. Toujours est-il que, donc, après avoir passé quelques années avec votre femme auprès de vos enfants, il y a un moment donné où vous avez décidé de divorcer quand même. Au bout de combien de temps? Au bout de à peu près 15 ou 16 ans de mariage. Ouais. Donc c'est elle qui a pris la décision de divorcer. Moi, je ne voulais pas. Toujours pour cette sacro-sainte morale chrétienne. Vous aviez votre vie aussi de votre côté pendant toutes ces années? Oui, mais une vie tout à fait décousue. J'avais pas de compagnon. Voilà, c'était des histoires d'un soir ou des choses qui étaient plutôt destructrices que positives. Parce que je sortais de là, voilà, je n'avais rien, toujours rien. Et donc, elle a pris la décision de divorcer. Donc, j'ai reçu une lettre de l'avocate. Donc, c'était une femme. Je dis, oh là là, c'est mal parti. 2 femmes contre moi, ça va pas être facile. Donc, l'avocate, elle nous a proposé une chose qui était tout à fait novatrice à l'époque, c'est-à-dire la garde alternée. Donc, on me dit OK, parce que moi, je voulais absolument pas me couper de mes enfants. Donc, vos enfants l'ont su à quel moment? C'est-à-dire qu'ils ont su qu'on divorçait, mais ils n'ont pas su la raison. Ils savaient qu'on se disputait souvent, qu'il y avait des cris, des pleurs, etc. Donc ils vivaient dans une ambiance
très difficile. Donc ils se sont dit, bon voilà, c'est à peu près, ça va être un soulagement pour nous, on va plus entendre tous ces... Mais c'était pas, l'homosexualité n'était pas évoquée. Donc après, j'ai senti une pression, si vous voulez, une pression de la part de mon ex-épouse et une pression d'une personne de la famille disant « Mais enfin, il faut que tu en parles à Benjamin. » Il avait quel âge, Benjamin? Benjamin, il avait 16-17 ans à l'époque. Et donc, ces deux personnes me disaient « Mais il faut que tu le dises, tu peux pas continuer à élever ton fils dans ce déni. Et d'ailleurs, si tu le fais pas, c'est nous qui allons lui dire. » Elle dit « Alors là, sûrement pas, c'est pas à vous de le dire, c'est à moi. » Mais bon. Donc j'ai pris conscience qu'il fallait que je me dépêche. Donc un soir, voilà, j'ai dit... Donc, alors, c'est ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Vous avez tourné autour de la table, Benjamin aussi, jusqu'à ce que. Bon, voilà, on a tourné, et je tournais, il courait derrière moi, et puis après, je tournais de sens, et il recourait derrière moi. Il vous a posé plein de questions, Benjamin. Oui, après avoir fait 3 tours de la table, et donc là, il me dit, je dis, il faut que je te dise quelque chose, mais ça ne sert pas, je ne sais pas comment te dire. Alors, il me dit, mais papa, arrête, je sais ce qui ne va pas. Je dis, ah bon, et quoi? Ben, il me dit, tu préfères les garçons. Alors là, ça allait beaucoup mieux. Et donc, en fait, c'est lui qui a dit, c'est pas moi, finalement. Voilà. Vous direz ce que vous en pensez. Et alors? Et donc, là, c'était une avalanche de questions, évidemment. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Alors, il m'a demandé, est-ce que c'est héréditaire? C'est-à-dire, est-ce que moi aussi, je vais être homosexuel? Je dis, je t'arrête tout de suite, non. C'est pas... Ben, non, mais est-ce qu'il avait des doutes sur sa sexualité? Non, mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, il a entamé une relation avec une jeune fille. Oui. Donc il s'est dit, bon, avant d'aller plus loin, est-ce que je vais faire comme toi? C'est-à-dire, je me marie et puis après, voilà. Donc il voulait être sûr de lui. Deuxième question, c'était par rapport au sida, puisque c'était le début des années sida. Ouais. Donc là, un peu comme Charlotte. Il s'est inquiété pour vous? Oui, il s'est inquiété pour moi. Est-ce que tu vas avoir le sida? Comment ça se passe? Mais je dis, mais Benjamin, je me protège, ne t'inquiète pas. Je suis assez au courant de... Voilà. Ouais. Ne t'inquiète pas. Ça vous a fait plaisir qu'il s'inquiète pour vous? Oui, bah, bien sûr. Ça vous a touché? Oui, ça m'a beaucoup touché. Ouais. J'ai eu la preuve que... Parce que j'ai eu tellement peur qu'il me rejette. Ouais. Ça, c'est pour ça, quand j'ai reculé le plus possible, parce que je reculais le fait qu'ils me disent « Papa, je veux plus te voir ». C'est ça que j'avais très, très peur. Alors, ça n'a pas été le cas, puisque... Mais la chose qu'il m'a demandé, c'est de ne plus voir d'amis. J'avais des amis homosexuels qui rencontraient de temps en temps à l'appartement. Et donc, il m'a dit « Papa, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rencontrer de personnes homosexuelles ». Il ne voulait pas que vous rameniez chez vous vos amis. Voilà, exactement. Donc, c'était pas des amants, c'était des amis qu'il appréciait aussi quand il les voyait. Donc, je dis OK, pas de problème, tu les verras plus. Charlotte, vous avez formulé ce genre de demande? Vous? Non. Non. Non, mais après, c'est vrai qu'on a tous notre petit moment de réaction. Peut-être que des fois, on a besoin de se mettre à part un moment pour réfléchir aux choses, mais non, c'est pas... Donc, vous avez accepté ces conditions? Oui, tout à fait. Alors, juste, quand même, c'est important de vous entendre, Alain, là-dessus, sur ces questionnements. Par exemple, cette question de l'hérédité, évidemment, c'est pas héréditaire, mais un garçon de 16-17 ans, c'est quand même un moment où on doute de tout, y compris probablement de sa sexualité, de soi, au moment d'entamer une relation avec une jeune femme. Donc, il y a, j'imagine, un dialogue nécessaire qui doit se jouer, là. Le dialogue est nécessaire et je dirais même que le bouleversement est sain. C'est-à-dire que on voudrait tellement être dans un monde où les relations, elles sont simples, faciles, évidentes et tout. On est dans un terrain émotionnel. C'est-à-dire que il est normal qu'un jeune homme de 16-17 ans, apprenant que son père est homosexuel alors qu'il a toujours eu l'impression d'une hétérosexualité, soit bouleversé et que ça l'emmène à se poser des questions sur sa propre sexualité. Parce que même si vous étiez resté hétéro, il se serait posé des questions sur sa sexualité. Donc là, ça précipite les choses. On voit deux manières d'agir et des craintes différentes. C'est-à-dire que Nathalie, elle utilise des mots, bah, tu vois, ton père a des copines, moi aussi. Oui, et puis, manifestement, elle n'a aucun doute sur est-ce que ma fille va me rejeter ou pas. Elle a préparé le terrain. Oui. On sent, en revanche, avec Lionel, que lui, il a tellement peur que son fils le rejette et tellement peut-être pas préparé ce terrain-là du partage, de l'ouverture d'esprit sur ces sujets-là, que
c'est même pas lui qui lui annonce, il attend que son fils le formule. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la bonne attitude? Il n'y a pas de bonne attitude. Là, en l'occurrence, et justement, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, effectivement, c'est une femme qui parle de son homosexualité à sa fille et un homme qui parle de son homosexualité à son fils. Donc, je pense déjà c'est une différence. Et puis, on est quand même dans des milieux culturels, éducationnels qui sont aussi très très différents. Ouais. Donc, il y a ça qui joue. Mais je pense que la bonne attitude, c'est justement surtout par rapport à des ados. Je pense que c'est important d'en parler plus simplement et directement possible, sans forcément, évidemment, rentrer dans les détails. Mais ça va les bouleverser. C'est normal que ça le bouleverse. Qu'il montre ce bouleversement-là ou qu'il ne le montre pas. En psychanalyse, on pense que nous avons un fond bisexuel, tout être humain. Donc ça vient réveiller ce fond-là, c'est-à-dire de savoir, mais si mon père est ça, qui était ça avant, qui je suis, ça pose la question de l'identité. Et je trouve que quand ces questions-là se posent, et de cette manière-là, avec moi ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'amour derrière tout ça, qu'il y a beaucoup de bienveillance, qu'il y a beaucoup d'attention. Quand ça se pose sur ce terrain-là, c'est toujours, même si c'est difficile et compliqué, c'est toujours gagnant. Alors comment on rassure un enfant qui s'inquiète? Un enfant s'inquiète de toute façon de voir ses parents se séparer, oui. de voir ses parents se séparer en ayant quelqu'un d'autre, mais quand en plus, est-ce que c'est plus difficile? Je n'en sais rien, c'est une question que je vous pose. Quand en plus c'est quelqu'un du même sexe, comment on rassure? Quel mot on utilise? Je pense qu'il faut, qu'à ce moment-là, il faut rassurer l'enfant sur le fait qu'on va bien. Parce que justement, ce que vous disiez sur le fait d'avoir peur pour votre mère, c'est naturel chez un enfant. Donc de lui dire non, ça va, je vais bien, je me prends en charge, il n'y a pas de souci. Ça, c'est extrêmement important de pouvoir le poser. Et puis aussi de dire que voilà, même si j'ai un choix de sexualité qui est différent, le lien à toi, il n'a pas bougé. Je continue à t'aimer, tu es toujours mon fils, tu es toujours ma fille. Voilà, c'est rassurer sur le fait que le parent aille bien et que le lien qui est entre les deux reste toujours aussi solide et toujours aussi fort. Finalement, on dit la même chose lorsqu'on se sépare et qu'on part pour quelqu'un d'autre, même d'un sexe différent. Tout à fait, si ce n'est que là, il va y avoir sans aucun doute des répercussions sur la sexualité même des enfants, surtout quand ils sont ados, mais le processus est exactement le même. Alors, parfois, pour certains enfants et ados, c'est terrible parce que c'est le mythe des parents éternels et du couple parental éternel qui s'effondre. Mais les mythes sont là aussi pour s'effondrer et continuer à avancer. Et vous parliez du processus d'individuation tout à l'heure. C'est ça, on s'individue aussi en allant vers sa vérité et vers ses évidences. Et c'est pas simple. Alors aujourd'hui, vous en êtes où, Nathalie? Tout va bien. Donc vous êtes avec Cécile, Cécile, oui, depuis longtemps déjà. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Vous vivez ensemble? Depuis peu, là, oui. Comment ça se passe? Ah, très bien, oui. Ouais. Oui, parce que j'ai pris le temps, du coup. Ouais. Je suis très bien avec, voilà. C'est une relation qui est équilibrée, on va dire, voilà, joyeuse, créative, tout, quoi. Donc voilà. Elle s'entend très bien avec les filles aussi. Vous apprendiez de la rencontrer? Cécile, vous l'avez rencontrée il y a longtemps? Non, on l'a rencontré très vite, en fait. Oui, un peu par hasard. Mais j'appréhendais, mais pas parce que c'était une femme. J'appréhendais comme on apprend toujours de voir ses parents avec quelqu'un d'autre. On se dit, mon Dieu, faites que ça se passe bien, oulala. Parce que bon, après, quand il y a des relations conflictuelles, c'est pénible. Mais là, en l'occurrence, on a tout de suite accroché, ça s'est bien passé. Quand vous surprenez un élan de tendresse, ça vous fait drôle? La première fois, oui, ça m'a fait drôle, mais ça m'a fait pareil avec mon père. La première fois que j'ai vu avec une femme, on se dit « Oh, oui, bon. » Puis on passe à autre chose. Est-ce que ça vous a rapprochés toutes les deux? On était déjà quand même proches. Oui, mais ça a engendré peut-être des dialogues supplémentaires. Exactement. Oui, toujours sur les problèmes de société actuels. Je veux dire que ce soit de toute façon l'homophobie, le racisme, etc. C'est le même processus finalement. Et donc, on s'énerve beaucoup là-dessus. Vous êtes militante? Oui, tout à fait, oui. Et Charlotte aussi? Aussi, sa sœur aussi. Est-ce que vous avez l'impression, Charlotte, que d'avoir été confrontée à ces problématiques assez tôt, finalement, ça vous a permis de mûrir plus vite et d'ouvrir votre esprit et de vous intéresser à d'autres choses? C'était déjà Comme c'est vrai qu'on parlait beaucoup de sujets de société, j'ai été élevée dans un esprit très tolérant, c'est des sujets qui me touchaient, mais je serais peut-être moins engagée ou moins militante, en tout cas, si ça ne me touchait pas d'aussi près. Alors, si vous aviez un message à faire passer toutes les deux, vous diriez quoi? Je dirais que, en fait, le fait d'être homosexuel,
ça n'entre pas en compte dans la manière d'élever ses enfants. On est, comme l'a bien dit Elisabeth Badinter, les couples homoparentaux ne font ni mieux ni pire que les hétérosexuels. On a les mêmes problèmes, on a les mêmes choix, les mêmes engagements. Et qu'est-ce qui compte le plus, en fait? Parfois d'élever même ses enfants. mieux, parce qu'on se pose encore plus de questions. Exactement. Des questions qu'on se poserait peut-être pas dans des couples hétéros. Élever ses enfants, voilà, dans la tolérance, l'ouverture d'esprit, se poser des questions sur la liberté, etc. Ou les fermer au monde, pas aimer l'autre parce qu'il n'a pas la même sexualité, la même couleur, la même religion. C'est quoi le mieux, en fait? Et vous, Charlotte, vous diriez quoi? L'amour de ses parents, c'est ce qui compte le plus, c'est les valeurs qu'ils nous transmettent, la bienveillance, la tolérance. Ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur, que j'essaie de reproduire avec mon fils, que c'est important pour moi. Et voilà, et toutes les familles sont belles à partir du moment où voilà, on discute, où il y a de l'amour, où il y a la sexualité des parents. En fin de compte, c'est... Donc Nathalie est grand-mère, alors? Oui, je suis mamie. Oui, oui. Et Cécile, elle a des enfants? Non, mais du coup, elle est belle mamie. Elle est contente. Et vous, Lionel, alors, vous en êtes où? Là, depuis 1 an à peu près, donc j'ai rencontré Pascal Garçon. Hein. Donc nous vivons ensemble. Il est aussi papa. Et donc ça se passe très bien entre nous. Ça se passe bien avec les enfants. Quel serait votre message, vous? Alors mon message, c'est de dire assumez-vous sans attendre. Chose que j'ai pas su faire. Ne rentrez pas dans un moule, assumez-vous. Ça, c'est primordial parce que c'est trop douloureux après. Mon message. Et un conseil peut-être à donner? Bien sûr, je suis d'accord avec ce que dit Lionel sur assumez-vous, mais des fois, c'est difficile de s'assumer. Ouais. Il y a de telles Déjà, tensions internes. Déjà, il faut trouver le cœur de sa propre vérité. Tout à fait, ouais. Et c'est parfois pas facile de trouver sa vérité tout seul. Ouais, C'est pour ça que c'est important d'aller consulter. Oui, tout à fait, parce que le psy qui va accompagner ne va pas dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais en tout cas, c'est un moyen pour pouvoir laisser monter cette évidence dont on parlait tout à l'heure. Débroussailler. Exactement. Et puis, quand il y a d'évidence, l'évidence. Ouais. Je vais vous présenter maintenant le travail d'un jeune réalisateur, un travail qui devrait vous intéresser, qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Il s'appelle Nicolas Doretti et il vient de faire un court-métrage dans lequel il dénonce l'homophobie, mais vous allez le voir de manière assez poétique. Ça s'appelle « Je suis une rencontre invisible ». Et on va regarder un extrait de ce film, puis on en discute après. En fait, si tu regardes bien, c'est juste l'histoire d'une rencontre. Simplement une rencontre. Dans le flou incessant de toutes celles qu'on fait et qui ne t'effleurent qu'en surface, même si c'est rare, forcément quelques-unes vont te bousculer ou même te bouleverser. Ce sentiment étrange d'avoir l'impression de se retrouver alors qu'on se rencontre pour la première fois. Comme si un regard, un corps suffisait pour qu'on se comprenne avant même de s'adresser la parole. Mais tu vois, quel que soit son degré d'intensité, le caractère extraordinaire qu'on voudrait lui donner, une rencontre, ça reste quelque chose d'ordinaire en fait. On aimerait que notre histoire soit originale, que ça n'appartienne qu'à nous. Mais c'est la même chose pour tout le monde, ça arrive partout, tout le temps. C'est juste une rencontre tout à fait ordinaire. Juste l'histoire d'une succession de premières fois. Les premières fois où l'autre empoisonne doucement ton esprit, fait sa place dans tes pensées. Les premières fois où ton visage se rapproche du sien. Les premières fois où on se sent plus vivant à deux. C'est juste l'histoire d'une rencontre en fait, comme les autres, sauf qu'elle se montre pas. Une rencontre où l'on ne se touche pas, ne se caresse pas. Parce que pendant une seconde, tu as oublié que tu ne marches pas dans le bon quartier, avec les bonnes personnes et au bon moment. Tu peux pas faire ça à ta famille. Tout le monde vous voit là, vous avez pas honte? Il y a des enfants là. Une rencontre normale, mais parce qu'elle n'est pas dans une certaine norme, ne s'expose pas, ne se dit pas. En fait, si tu regardes bien, c'est juste l'histoire d'une rencontre, comme toutes les autres. Ah, là, ça se doit parler, ça, non? Ah oui. Nathalie, par exemple. Ah oui, exactement. Le petit coup d'épaule qu'elle prend, ça, on l'a déjà vécu aussi. Les mecs qui passent et bim, qui mettent un coup d'épaule. Juste pour montrer que ce sont des mâles et
il y a deux femelles qui rentrent pas dans le lot, etc. Ça. Après, des fois, on n'a pas le temps de lui courir après pour... Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On lui met un coup de pied au cul, on fait comme... C'est tentant. Jusqu'où ça va, quoi, voilà. Parce que des fois, ils font ça, mais ils partent vite aussi, hein, parce qu'ils sont pas très courageux. C'est vrai que des fois, on est obligé de faire attention quand on se tient la main, parce qu'il y a des jours où on se sent d'être combative et de défendre le bout de gras, et il y a des jours où on est un peu fatigué et on n'a pas envie de... Ça serait peut-être plus une défense orale que physique, non? Ah oui, de toute façon, je vais pas taper sur tout le monde. De toute façon, la violence, c'est un échec, de toute façon. C'est par la parole qu'on se bat. Voilà. Je parlais de tolérance tout à l'heure, c'est pas une vague notion de baba cool tout mou. Hein. C'est un combat, quand on lit Voltaire, etc., c'est un combat de tous les jours, la tolérance. J'avais envie de dire, de toute façon, il n'y a pas obligation non plus de se donner la main. C'est dans le comportement. Moi, je sais, quand je suis avec Pascal, bon, il est beaucoup plus costaud que moi. Ça aide beaucoup. Et donc, on est l'un à côté de l'autre. Bah, automatiquement, on rentre dans un magasin. Bonjour, messieurs, dames. Alors qu'on est deux mecs. Mais il y a une façon d'être, enfin, surtout moi, de pas de me lever contre lui, parce que dans un endroit public, je fais quand même attention. Mais il y a il y a quelque chose qui suppure de nous, qui se dégage de nous, Mais vous dites, vous faites toujours attention. Oui, on fait attention dans les endroits publics. Fait, voilà. Oui. Pas toujours, pas partout, mais il y a des endroits... Oui. Alors, je voudrais vous présenter Luc, Brigitte et Aude qui nous ont rejoints et qui vont vous présenter des initiatives intéressantes qui vont vous faire réagir. Alors, Aude, c'est toi qui nous as trouvé ce court-métrage qui a été réalisé par Nicolas Doretti. Alors, comment il a eu l'idée de faire ce court-métrage? Il a été touché par cette problématique? Alors, lui, il est hétérosexuel, mais le voici. Mais il a une très bonne amie qui est, elle, lesbienne. Et un jour, elle lui raconte qu'elle n'ose pas, en dehors de son quartier, sortir main dans la main avec sa compagne ou même lui donner un baiser en public. Et lui, il se dit, en tant qu'hétérosexuel, moi, c'est une question que je ne me pose même pas. Exactement. Et c'est vrai que moi, je me suis mise à sa place. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Je peux, dans un magasin, prendre la main de mon chéri, ou même l'embrasser, sans... Et lui, il découvre, quand on est homosexuel, c'est pas si simple et qu'on y réfléchit. Et ça, il se dit, c'est pas normal qu'en 2017, on soit obligé de réfléchir à des petits gestes comme ça. C'est ce que disait Lionel, je fais attention. Voilà, exactement. Et donc, cette jeune femme, elle lui ouvre les yeux et il se rend compte que l'homophobie, elle est partout, qu'elle est latente, qu'elle est toujours un petit peu là, sans que ce soit... C'est plein de petites réflexions qui, accumulées, peuvent faire beaucoup de mal, même à une femme. Cette amie-là, elle a 37 ans, donc c'est pas on parle beaucoup des adolescents qui peuvent souffrir des remarques, mais même une femme de 37 ans, elle peut souffrir de tout ce qu'elle peut entendre. Donc il se dit qu'il y a un film à faire et il en parle à d'autres personnes autour de lui qui est homosexuel également et qui lui disent mais oui, c'est pas ta copine, c'est pas un cas isolé, c'est comme ça. Ça devrait être une histoire banale, voilà. Exactement. Et pouvoir se tenir la main sans se poser de questions. Ouais. Et c'est pour ça que dans son film, il y a toute la partie qui est très poétique, je trouve très jolie. On voit que c'est une magnifique histoire en fait entre ces deux femmes. Et puis voilà, ça devient plus sombre et on se rend compte que elle est assortie de tout un tas de choses négatives, la gêne. Voilà. Donc le titre c'est Je suis une rencontre invisible parce que ces deux femmes, elles sont obligées d'être un peu invisibles. Comment il a été accueilli ce film? Alors il a été bizarrement, certains de ses amis ont assez mal compris son message, ont trouvé qu'il était un peu caricatural. C'est pour ça que je voulais avoir votre point de vue et je suis. Moi je suis un peu d'accord. Tu trouves que c'est caricatural? Ouais. Alors mais tu pourrais être amie avec Nicolas Doretti. Non, vous trouvez pas, Nathalie? En tout cas, toute la première moitié, je trouve un peu la vie d'Adèle, c'est ça que tu veux dire. Oui, enfin la rencontre entre les deux. Après, c'est vrai que c'est deux filles avec des cheveux longs comme ça. Oui, ce sont deux adolescentes. Ce sont deux adolescentes aussi en même temps. Donc bon, c'est toujours un peu... Enfin, gnangnan, la rencontre entre deux adolescents, c'est toujours gnangnan, il me semble. Que ce soit gnangnan depuis 1930, je crois. Nathalie, vous êtes reporter d'images, vous faites des documentaires, vous me disiez tout à l'heure. Comment vous l'auriez illustré, ce message? Peut-être plus trash, je pense. Ouais. Mais après, il y a diverses manières de le faire. C'est bien de le faire comme ça aussi, je trouve. Ouais. Moi, ça m'a touché, je trouve ça chic. En tout cas, c'est un bon sujet de court-métrage. On doit faire un concours pour choisir le meilleur. Là où ses amis ont trouvé que c'était caricatural, c'est pas finalement la première partie, c'est la deuxième partie où ils se sont dit que c'est excessif. C'est comme les... Alors qu'en réalité, c'est pas excessif. Non, mais allez-y. Et les violences faites aux femmes, on va dire dans la rue tout court. Je veux dire, quand
on les traite de putes ou de etc. Les femmes tout court, hein, je veux dire. Bien sûr. Quand on en parle, en général, On dit qu'on exagère. On exagère, vous exagérez quand on en parle souvent à des mecs. Hein, mais non, mais c'est agréable de se faire draguer peut-être, mais de se faire harceler, agresser. Non. Oui, mais vous les femmes, vous avez un avantage sur nous, les mecs, c'est que 2 femmes qui se donnent la main, bon, c'est à peu près normal. 2 mecs qui se donnent la main dans la rue, alors là, c'est épouvantable. Encore. 2 femmes qui dansent ensemble dans une soirée, c'est normal. 2 mecs qui dansent ensemble, c'est épouvantable aussi. Dans toutes les fêtes de famille où vous allez, quand il y a un moment, une valse ou des trucs comme ça, Ouais, c'est deux ça, femmes. On voit pas 2 hommes qui dansent un tango sur les balles de village du sud-ouest, là, vers chez nous. Il n'y a pas 2 hommes. Oui, parce que les hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent danser, donc c'est ça le dépend problème. du degré d'alcool qu'on a dans le Alors, moi, je fais partie d'un club de danse de salon. Ah bon? On m'a demandé, est-ce que tu as une partenaire? Je dis non, j'ai un partenaire. Ah, problème. Problème. Ah oui, problème, j'ai pas pu rentrer avec mon partenaire dans le club. Donc on m'a imposé une partenaire. Et alors? Donc alors c'était, je vais vous mimer la scène, on m'a invité à un apéritif dînatoire très chic. Donc voilà, donc Dominique était là, Dominique femme, et donc on a discuté pendant 1 heure. Et puis on a vu que le courant passait. Bon, donc ça a été. Donc après, on a dansé ensemble. Mais le problème c'est qu'elle est beaucoup plus directive que moi. Donc c'est elle qui fait le mec et voilà. Donc ça va pas du tout. Mais bon. Et à la base, vous vouliez venir avec votre compagnon? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas possible. Ça devrait pas poser de problème. Non, mais ça va. Vous allez y arriver, Lionel. Est-ce que vous en faites un? Je suis sûre qu'il faut se bagarrer. Ah mais je me bagarre. Il faut que vous montriez une association, J'habite la région lilloise. Je sais qu'à Paris, il y a une boîte où on peut danser entre mecs. Et voilà. Mais dans le Nord, il n'y a pas ce genre de boîte. Alors moi, j'ai appris qu'à l'origine, d'ailleurs, le tango, ça se dansait entre mecs. Entre hommes. Ah bon? Tout à fait. On apprend des choses ici, formidable. D'ailleurs, c'était une danse très virile et puis avec des poignards et tout ça. C'était très... Ah bon? Juste un mot, ce que je trouve intéressant, et c'est ce que je remarque, c'est que dans la société dans laquelle nous sommes, le concept de l'homosexualité est accepté, mais pas la réalité. Exactement, ouais. Et ça, c'est important de le souligner, parce que vous discutez avec plein de personnes, vous dites l'homosexualité, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a une réalité qui est là, palpable en face de soi, là, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. En même temps, il y a des choses qui ont changé. Moi, je suis parti vivre 4 ans à l'étranger, je suis rentré cet été. Et l'autre jour, il y avait l'émission C'est à vous sur France 5. Et il y avait Marc-Olivier Fogel qui était invité. Et très naturellement, on lui dit « Oh, sur vos photos de presse, vous faites toujours la gueule ». Il dit « Ah oui, mais là, je fais la gueule parce qu'en fait, c'est mon mari qui a pris les photos. Mon mari est photographe. » Et il a continué la discussion. Et personne n'a relevé. Ben, je trouve que c'est pas mal quand même. Je trouve que la société a évolué. On est sur un plateau de télévision. C'est vrai. Mais je veux dire, c'est passé tout seul comme une lettre à la poste. Et j'ai trouvé que en 4 ans où j'étais à l'étranger, je trouvais que les choses avaient évolué en bien. Ils vont peut-être repartir en sens inverse, on ne sait pas, mais... Peut-être que non. C'est un milieu particulier. C'est vrai. Donc, mais je trouvais qu'on l'a dit oui. facilement et je trouvais que ça passait tout seul et que voilà. C'est peut-être toujours encore plus difficile de vivre son homosexualité en province ou dans des petits villages que dans un contexte citadin. Vous le vérifiez, ça? Oui et non. Moi, j'habite une petite ville à la frontière belge et dans mon quartier, tout le monde sait que je vis avec Pascal et que je suis homosexuel depuis très longtemps. J'ai jamais eu des inscriptions sur ma porte ou des griffures sur ma voiture. C'est intégré. Et pourtant, c'est une petite ville de 11 000 habitants. Donc, voilà. Et vous diriez quoi là-dessus? En fait, oui, moi, j'habite à Marseille en ce moment. Bon, c'est quand même une plus grande ville. Ouais. Mais Marseille, c'est assez varié comme réaction, on va dire. Un jour, ça va être merveilleux, tout se passe bien, et le lendemain, on va se faire agresser avec des propos homophobes. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et je parle pas de la transidentité. Alors ça, les gens sont pas encore prêts. Il faudrait qu'ils soient prêts quand même, hein, parce que ça fait un moment qu'on en parle. Ça existe déjà. Ça existe depuis... C'est une réalité. Voilà. Quand on entend les gens tordre la bouche en parlant de théorie du genre, c'est pas une théorie, c'est une réalité. Rien que le fait que des personnes transgenres existent prouve que c'est pas une théorie, c'est une réalité. Voilà, point. Mais ça, on y travaille. Enfin, moi, je vois chez moi, dans mon milieu associatif, on parle beaucoup de Vous avez entendu ce qui se passe aux États-Unis, là? Oui, ce qu'a fait Trump. Ce qu'a fait Trump La loi qui a été à propos des toilettes, justement, destinées aux transgenres. En fait, non, les étudiants transgenres avaient le droit de choisir leur toilette, jusqu'ici, et il a abrogé cette loi. C'est-à-dire que maintenant, ils sont obligés de retourner dans les toilettes de leur sexe de naissance.
Voilà. On se dit quand même qu'ils ont peut-être autre chose à faire, non? Alors, c'est peut-être Que de intéressant. s'occuper de ça. C'est peut-être intéressant de travailler à ouvrir les esprits et les mentalités dès l'école et dès le lycée. Et l'initiative dont vous allez nous parler est formidable, Brigitte. Oui. Mais Alors, quelle habile transition. C'est Oui, magnifique. C'est tout un boulot. Oui. Donc, à la Saussée, c'est en Normandie, les élèves du collège André Mauroy ont joué leur comédie musicale qui s'appelle Roméo et Julien. C'est une adaptation de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Et on va en voir un petit bout, ça parle d'homophobie justement. Voici la fin de cette tragique histoire, celle de Roméo, pourvu au désespoir, et de Julien, son amoureux d'un soir. Vous avez vu ce soir les ravages de l'amour, quand le destin se mêle aux promesses des toujours. Un garçon aime un garçon, et sans nulle autre raison s'installent les haines et colères de nos pères, de vos mères. Alors ça, c'est un merveilleux projet pédagogique donc Voilà. qui implique tout le monde, des professeurs, des élèves, Voilà. une classe, et puis à tous les niveaux, parce qu'on voit là une chorégraphie. J'imagine qu'il a Exact. fallu écrire des textes, Voilà. qu'il a fallu les mettre en musique, qu'il a fallu se produire sur scène. Voilà, c'est deux profs, un prof d'éducation musicale et l'autre c'est un prof d'art plastique qui sortait d'une pièce qu'ils avaient déjà présentée, un spectacle, et qui cherchait une idée et il voulait un autre sujet. Et voilà que, par le plus grand des hasards, un élève qui allait partir au lycée, un élève de 3e, vient les voir et leur fait son coming out devant les profs et leur explique que ça avait été très dur pour lui au collège parce que les enfants l'embêtaient et que dans sa famille, c'était affreux. Et Ça passait pas, quoi. Ça passait pas du tout. Donc, ils se sont dit, bah voilà le sujet qu'on va pouvoir aborder avec nos élèves. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un casting auprès des élèves de 5e. Ils ont fait un casting de danse et de chant. Et ils ont sélectionné 25 enfants qu'ils ont mis tous dans la même classe, garçons et filles, pour mener le projet à bien. Mais Brigitte, un projet comme ça déjà, il faut du temps pour le concevoir, pour le préparer. 2 ans. C'est ça se fait sur 2 ans. Ils ne peuvent pas réaliser ce projet sur une année scolaire. Ah non, de la 5e à la 3e jusqu'à la fin du collège. Et ça implique des élèves de plusieurs classes? Non, c'était des élèves qui sortaient de 5e, après 4e et 3e, pendant ces 2 ans. Tous ces élèves étaient dans une même classe. Et alors, les profs, eux, écrivaient les chansons. Sans les élèves. Il n'y avait pas des ateliers d'écriture avec les élèves. Attention, il y avait la prof de français, elle, leur faisait écrire leurs textes, ils écrivaient les dialogues avec la prof de français. Et puis ils répétaient, ils faisaient la mise en scène, enfin ils ont tout fait, ces enfants. Quoi de mieux qu'un projet pédagogique qui rassemble autour d'une idée pour motiver des élèves à travailler, à écrire, à apprendre, non? Exactement. Et alors, génial. Et à réfléchir au sujet aussi. Voilà, et les parents étaient tout à fait d'accord, ils étaient très compréhensifs, ils les soutenaient. C'était vraiment un travail d'équipe, quoi. Et donc, ça a engendré, j'imagine, des dialogues entre les élèves. Formidable. Des questionnements. Exactement. Des débats. Enflammés.
enflammé. Voilà, Bien enflammé. Bah oui. C'est formidable pour les profs parce que c'est aussi une autre manière d'aborder leur travail, d'éviter la routine, de se fixer Il y de avait nouveaux une challenges. super ambiance dans la classe. Moi, j'ai vu des tas de petits sujets là-dessus et ils sont heureux. On voit les enfants, ils écrivent, ils lancent leurs idées, ils font... Pas une phrase n'est décidée tout seul. Tout le monde participe et tout le monde dit « Ah ben oui, ce dialogue-là est parfait. » Et les élèves ont aimé ce thème-là? Ah oui. Il n'y a pas eu de rejet? Ah, pas de rejet. Ils n'étaient pas gênés par le sujet? Il y a eu un petit problème. L'un des acteurs principaux a décidé de s'arrêter. Pourquoi? Parce que à la récré, il y en avait qui se moquaient de lui. Et du coup, le pauvre gamin, moi je trouve incroyable cette histoire parce que c'est des enfants qui ont 14-15 ans. C'est pas un âge facile, 14-15 ans. Et donc, ils avaient le courage de se lancer là-dedans, de jouer ces rôles. Et on se fout de la tête d'un pauvre petit. Donc la preuve que cette idée est géniale parce que ça va remuer les esprits. Et ils ont été récompensés par un prix. Parce qu'ils se sont produits plusieurs fois? Alors, ils sont produits une fois pour le moment. Ouais. Et devant combien d'élèves? Ah, il y avait 900 spectateurs. Ah, 900 joli. spectateurs. Ah oui, parce qu'il y avait aussi les parents, tout le monde. Les parents, tout le monde. Et ils ont été récompensés par un prix du Refuge, l'association Le Refuge, en mai 2016. Et l'Opéra de Rouen a été touché par ce sujet et leur a prêté des costumes d'époque pour leur représentation. Alors, le rêve, bien sûr, c'est de se produire un peu partout. Hein. Ils sont très accrochés pas terminé, donc ça continue. Ça s'est passé quand, ce spectacle? Début 2016. Début 2016. D'accord. Il y a un an. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de ce groupe? Bien sûr, vous Parce les qu'on peut Sur le site de Mille et une vies, vous allez tout trouver. On peut en parler chez nous. Et puis, Bien sûr, ça peut donner des idées à Vous pouvez d'autres demander à vos profs, mairies de les faire venir. Hein. En plus, c'est pas trop loin de chez vous, la Normandie. Parce que je sais qu'ils voulaient aller à Marseille. Donc, qu'est-ce que tu... Moi, je viens de Toulouse, alors c'est vachement T'as plus une loin. notion de la géographie. Oui, c'est ça. Je crois qu'ils vont aller à Marseille. C'est un peu comme ça. Pourquoi pas vers Lille? Oui, ce serait bien, oui. Non, mais le problème de Luc, c'est que tout ce qui est au nord de la Garonne, pour lui, tout est proche. Hein. Je prends mon passeport chaque fois que je... C'est la ligne de Lyon et tout ça. Alors, Luc, toi, tu veux nous présenter 3 livres. Ah oui, alors moi, je voulais vous faire un petit florilège de lecture par rapport à ce dont on parle. Alors, un truc formidable. Ça s'appelle Fils d'eux. Fils d'eux, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin. Fils d'eux, bouquin de Taïna Tervonen et Zabou Carrière. Voilà, 2 personnes qui travaillent pour l'une journaliste, l'autre photographe, pour un magazine LGBT, le lesbien, gay, bi et transgenre, un mensuel très connu dont je vous tairai le nom. Et elles ont réalisé une enquête pendant presque 2 ans où elles sont allées à la rencontre de personnes dont la particularité était d'avoir 1, voire 2 parents homosexuels. Et donc, la particularité, c'est d'avoir ce témoignage, qui est un témoignage vraiment intéressant, de se dire comment on vit qu'on a eu un papa, ou 2 papas, ou 2 mamans, ou une maman, enfin, en tout cas, homosexuel. Et la particularité de plus de ce bouquin, c'est qu'en fait, les personnes ont accepté de se montrer et de se laisser photographier. Et voilà, de montrer leur visage. Alors là, par exemple, on a Antoine. Et chaque fois, on a une citation. Voilà, mon père m'a annoncé qu'il était gay quand j'avais 9 ans. J'aime les hommes, il a dit. Je me suis dit, merde, mon père est homosexuel. C'était toutes les insultes, les images négatives liées à ce mot. Hein, ça, c'est une petite réflexion. Ça, c'est Alors, il y a une petite réflexion, mais après, il y a une interview de chacun. Voilà, c'est ça. À la fin, donc voilà, là, on a Antoine avec sa petite citation. Et puis, là, on se retrouve ici, par exemple, là, voilà, où on a des témoignages bien plus complets, d'où sont tirées les citations qu'on a vues. Et ça nous raconte un peu l'histoire de chacun. Voilà. Hein, d'accord ? Charlotte, est-ce que vous auriez accepté de témoigner en mettant votre photo? Sans problème. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est la réponse. Aucun problème. Hein, ouais. Voilà. Et alors, on a aussi, tiens, je vais vous montrer un autre exemple. Et est-ce que les témoignages sont très différents les uns des autres? Oui, parce que là, on a affaire à 30 témoignages qui vont de 18 à 87 ans. Il y a même une dame de 87 ans qui a témoigné de sa maman qui vivait en couple avec une autre femme. Ah bon? Alors, là, on a Pablo. Alors, dire « mes mamans », entre guillemets, ça peut choquer, mais ça permet aussi de clarifier la situation
et de l'assumer. C'est le premier livre de ce genre? C'est la première fois qu'on a comme ça un témoignage et où les gens montrent leur visage parce que c'était important pour les auteurs de se dire, eh bien, ce sont des personnes, pas seulement par les mots, mais aussi par le visage. Et chaque fois, ils ont un peu un visage pensif, comme s'ils réfléchissaient. C'est le talent de la photographe. Moi, je trouve que ça, c'est une vraie première, absolument. Et ça, vraiment, j'avais envie de rendre mon chapeau. Alors ça, c'est Brune, une jeune femme, qui dit avoir des parents homo, bien sûr que ça change les choses. On apprend l'importance de l'amour et de la confiance. Ça implique une force qu'on transmet aux enfants aussi. De pouvoir le dire à ses propres enfants. C'est chouette, ça j'ai bien aimé. On l'appelle Fils 2. Alors après, alors attention, là on passe dans du lourd. Hein. Là je vous parle de Parents homo, faut-il choisir, de Martine Gross. Ça c'est une universitaire, une chercheuse en sciences sociales au CNRS. Elle a fait l'essentiel de ses recherches justement sur l'homoparentalité, un terme en fait, un néologisme qui est arrivé il y a à peine 20 ans, ce terme d'homoparentalité. Et donc, comment l'homoparentalité bouleverse toutes les notions que l'on connaît de la famille classique. Voilà, ça s'appelle Parents ou homo, faut-il choisir. Moi, j'ai bien aimé, mais bon, c'est un peu ardu. Celui-là, Vous l'avez lu, Alain? Non, je ne l'ai pas lu, mais je connais la personne qui l'a Elle fait autorité. Oui, elle fait autorité. En tout cas, vous ne faites pas votre Bernard Pivot, vous ne distribuez pas les livres. Enfin, non, parce que ça pas coûte les cher. livres. Je comprends pas. Non, mais Bernard Pivot, il distribue les livres, il les offre à ses invités. Pour être honnête, je ne les ai pas complètement finis. Alors voilà. Voilà. J'ai un petit peu des oursins dans les poches. Et alors, le dernier? Et le dernier, un petit coup de cœur, ça s'appelle Papa, il est où, papa? Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de Daniel Garcia, c'est un journaliste. Et Daniel Garcia, il a fait en fait des rencontres drôles, émouvantes, parfois délicates, de personnes qui sont des parents homo en couple. Et alors, il a voulu vraiment briser tous les clichés, on s'imagine que on est parents homo, on habite à Paris, on est dans un milieu aisé, on est bobo, machin, pas du tout. Lui, il a rencontré quasiment exclusivement des gens en province, des gens dans les campagnes, vraiment rurales, qui vivent en couple homo. Et il a rencontré des techniciens, des infirmières, des livreurs de pizza, toute une population que parfois dans la capitale, on n'imagine pas qu'elle représente aussi ses parents homo. Et moi, comme j'adore la province, je voulais vous en parler. Alors moi, j'ai le droit de vous parler d'un coup de cœur, alors de livres aussi, puisqu'on a présenté 3. Je conseillais à Lionel et à Nathalie, à tout le monde d'ailleurs, de lire le dernier livre de Philippe Besson, qui s'appelle Arrête tes mensonges, sur ce thème de l'homosexualité. C'est un livre absolument magnifique. Aude, un dernier mot? Une petite conclusion pour vous dire que le magazine Bien sûr Féminin est notre partenaire. Ils ont un prix Solidarité et chaque semaine on met en lumière une initiative qui a été saluée par ce prix. Et cette semaine on voulait vous parler de Odile Renoir. La voici. Odile Renoir, qui est une enseignante à la retraite. Comme ma mère. Qui habite en Alsace. Alors, ça, tu vois, elle n'est pas exactement comme ta maman. Et cette dame, elle a fondé une association qu'on trouve formidable dans l'équipe. Elle s'appelle Lettres. Alors, Lettres, attention. Lettres, ça s'écrit comme l'arbre, mais c'est un sigle qui veut dire lesbienne, homosexuelle et transgenre, recueillir et écouter. Et c'est en fait un peu l'équivalent du refuge, l'association Le Refuge, mais en Alsace. C'est un lieu où on écoute et où on recueille, on héberge, on offre un hébergement d'urgence à des jeunes homosexuels ou transgenres qui sont en rupture sociale ou en rupture familiale. Que en Alsace? Alors elle s'occupe effectivement de cette association en Alsace, à Strasbourg et à Mulhouse, où il y a 5 appartements, où ils peuvent accueillir 2 personnes par appartement, donc une dizaine de jeunes qui sont en rupture aidés. Familiale, quoi. En rupture familiale. Et l'objectif de Odile, et ça, je trouve que c'est vraiment bien, c'est d'essayer de renouer le dialogue avec les parents. Voilà, donc elle essaye de jouer un peu les entremetteurs parce qu'elle-même est concernée. Elle a 2 enfants qui sont homosexuels ou transgenres. Et donc elle connaît très bien cette problématique. Et donc elle essaye d'expliquer aux parents que non, ça n'est pas un problème et que voilà, qu'on l'a trouvée très chouette, cette dame. Elle a été lauréate en 2012, donc du prix Solidarité version Féminin. Et on lui tire notre chapeau. C'est une association qui séduit Nathalie et Lionel. En tout cas, nous, elle nous a séduits. Et voilà. Merci beaucoup, les amis, et merci à vous pour ces beaux témoignages. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci à vous de votre attention. Dans un instant, c'est Stéphane Bern. Bon après-midi sur France 2. Merci. Lundi, dans 1001 vies, nos invités nous parleront du voyage aux portes de la mort qu'ils ont effectué et dont ils sont revenus transformés.
je suis dans le coma. J'entendais tout, je ressentais tout, la douleur, c'était l'horreur. Placée dans un coma artificiel, Angèle ne semble pas vouloir se réveiller. Les médecins préparent Raymond, son mari, au pire. Elle ne bouge pas, elle est là, inerte complètement. On me dit c'est fini, il faut songer à débrancher. Victime d'un terrible accident de voiture, Christelle reste endormie pendant 1 mois. Durant cette période, la jeune femme va vivre des expériences troublantes. J'étais au-dessus de mon corps et je me voyais allongée. Et je leur dis, regardez, je suis là. Et en fait, ils m'entendaient pas et ils me voyaient pas. Le 12 février 2013, Julie est gravement brûlée suite à un accident. Pour la soigner, les médecins doivent la plonger dans un sommeil profond, un long silence qui durera 3 mois. Je me souviens de tout. J'étais consciente de A à Z. Je suis frustrée de ne pas pouvoir dire ça va à mes parents. On sait qu'ils vont pas bien quand on le sent. Et nous, on est endormis, on peut rien faire, quoi.